C'est bon? C'est bon, tout est bon, Bamos. Allez, on est parti. Ouais, bah moi, c'est comme tu aimes bien, tu vois. Allez, bon, en tout cas, merci. On a réussi à se caler et on va faire cette interview croisée, mais en une seule et même vidéo, finalement, qui sera disponible sur chacune de nos plateformes. Donc, comme on a convenu ensemble, on va essayer de faire 10 questions, se répondre mutuellement, chacun se la poser, en fait, pour que chacun de nos auditeurs et auditrices puisse en apprendre un petit peu plus sur ce qu'on fait, nous, chacun de notre côté, et que ce soit sur notre personne ou même sur les projets qu'on a menés ou qu'on va mener. Et je pense que ça sera intéressant dans chacun des cas. Ça fait longtemps que vous voulez le faire. Et, C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, avec grand plaisir, Anthony. C'est vrai que ça fait plaisir enfin de pouvoir s'entretenir. Pour la petite anecdote, ça fait 1 an, je pense, ouais, qu'on peut-être. échange, qu'on se dit, voilà, il faut qu'on se le fasse, les vacances, ci et là. Et au final, avec nos différents projets, on n'a jamais eu le temps de se capter et de Ouais. trouver un créneau commun. Et c'est le cas là, en cette fin d'année 2021. Donc, ça va être super de pouvoir répondre mutuellement à ces questions et de se connaître et que les auditeurs apprennent à te connaître, me connaissent un peu plus aussi pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Ouais. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter? Et donc, du coup, je vais me présenter en tout premier, après je te donnerai la parole à ce sujet. Donc, du coup, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis comme tu l'as dit, je pense que c'est très intéressant pour les personnes qui même sont de nos audiences, qui puissent en savoir peut-être un peu plus. Moi, je sais que personnellement, j'en parle pas trop. Les curieux viennent discuter avec moi et c'est très intéressant aussi, mais je ne suis pas du fait à me mettre en avant sur ce que je fais ou pas, mais voilà. Donc là, en tout cas, je vais le faire. Donc du coup, je m'appelle Anthony, donc j'ai 28 ans au jour d'aujourd'hui. Je suis donc à mon compte dans tout ce qui touche à la communication, c'est-à-dire création de vidéos, création de sites web, création d'applications mobiles. Et j'ai eu un passé en tant qu'enseignant de tennis. Et j'ai réussi à garder ce côté tennis et pédagogie au tennis avec un rôle en tant que formateur sur la Ligue Occitanie de tennis. Donc voilà, donc on va dire que j'ai ces deux casquettes-là, vraiment le côté entreprise, auto-entreprise et le côté formateur, sur lequel vraiment j'y tiens à cœur, et l'aventure Mythe, donc que vous connaissez peut-être, ceux qui nous entendent, sur laquelle justement j'aime, on va en parler sur les questions suivantes, mais j'aime arriver à transmettre des choses et donner l'envie aux enseignants de continuer à se former, à perdurer dans l'enseignement grâce aux apprentissages qu'ils pourront faire petit à petit. Voilà. Et donc, je vais te poser la question à toi maintenant, du coup. Du coup, moi, c'est Constantin, j'ai 26 ans. Je suis consultant ingénieur projet et à côté, depuis 2016, j'ai lancé un projet perso une chaîne YouTube Game Sit and Talk, Mm. sachant que cette idée me trottait un petit peu. C'est quelque chose qui me plaît de pouvoir parler tennis, de pouvoir analyser le circuit professionnel, que ça soit chez les hommes et chez les dames. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Donc, je fais ça à côté, où on revient avec mon équipe tout au long de l'année sur les différents circuits. Et voilà pour cette courte présentation, sachant qu'après, on va rentrer un petit peu Ouais, c'est plus ça. en détail dans le vif, donc pour pas trop Par faire contre, redite. par contre, je suis curieux, et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi, qu'est-ce que tu entends par le métier que tu fais? Parce que du coup, moi, ça m'intéresse. Et parce que le terme, ça fait un peu joli, tu vois, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça, en fait, du coup, c'est sur la partie management de projet. Mm. Donc, en fait, je suis dans une entreprise où ils nous envoient chez des clients. Donc, on a différents types d'industriels Mm. et on doit les aider, les épauler sur la partie management de projet. Donc là, à l'heure actuelle, je suis chez un industriel dans l'aéronautique, Mm. pour ceux, voilà, sans citer de nom pour ceux qui connaissent, Oui. et où je gère la partie coût, planning et risque sur un projet précis. Donc, je suis un petit peu le garde-fou des coûts pour savoir ce qui sort, ce qui rentre, qu'est-ce qu'on peut dépenser ou non, contrôler un petit peu ces dépenses et voir avec mes différents Ouais. interlocuteurs, soit pour demander des budgets supplémentaires, soit pour comprendre pourquoi il y a des potentiels dépassements. Après, ça entraîne qu'on a un planning à suivre tout au long de l'année avec des jalons principaux qui drivent un petit peu les coûts, hein, Oui. sachant qu'on sait s'il y a des pics budgétaires, ça va être relié à certains jalons importants qu'on va passer dans l'année. Et derrière, forcément, tu as des sujets à risque qu'il faut surveiller, étant donné que ça peut engendrer des coûts supplémentaires ou à l'inverse, des opportunités pour gagner de l'argent plus tard. D'accord. Et en général, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, voilà, il y a toujours quelques dépassements qui peuvent se faire, mais on arrive à retomber sur nos pattes. D'accord. Bon, très bien. Et on ne l'a pas dit ça, mais on est tous les deux quand même dans le sud de la France. Moi, je suis dans le C'est, sud-ouest et toi, tu es dans le sud-est. ouais, c'est ça, Aix-en-Provence.
Et moi, du coup, à côté de Toulouse. Les gens qui connaissent ces accents auront reconnu. donc, deuxième question. Donc, en fait, on va s'alterner les questions. Donc, deuxième question, quel est le rapport? Quel est ton rapport avec le sport pour toi et particulièrement le tennis? Du coup, quand c'est que ça a commencé? Comment tu le vois? Pourquoi tu es allé vers ce sport, etc. Du coup, moi, je suis un grand sportif, comme toi, je suppose, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que j'ai eu quelques petits soucis au niveau du genou quand j'étais un peu plus jeune. Donc, c'est vrai que cette période un petit peu d'arrêt, en stand-by, sur pause, où je ne pouvais pas courir comme je le souhaitais, des sortes de petites fixations rotuliennes, pour ceux également qui connaissent. C'est vrai que c'était un peu frustrant. Et dès que j'ai pu reprendre, bah, vraiment, ça m'a fait le plus grand bien. Ça te permet de te vider la tête, de te défouler, de te dépenser, de décompresser également de ta journée. Après, je ne suis pas multisport, on va dire. J'aime bien le running, courir, me vider la tête, la marche, etc. Et après, comme je ne fais pas les choses à moitié, je suis vraiment sur un segment très particulier qui est le tennis. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus polyvalents, voilà, le basket, le foot, etc. Moi, c'est vraiment que le tennis qui me plaît. Un sport que j'ai découvert en 2004. Je devais avoir 9 ans. C'était devant Roland Garros, comme beaucoup de Français. La finale entre Gaudio et Coria, qui a un scénario assez rocambolesque avec une remontada, des crampes de Coria, il choque un petit peu, etc. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite interpellé un petit peu le tennis par rapport à cette dimension physique, mentale également qu'il pouvait y avoir. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, ouais, c'est intéressant quand même, tu es seul, t'es seul avec ta raquette, etc. Tu es confronté à ton adversaire, tu dois trouver des solutions. C'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et encore plus un an après, où j'ai eu un petit coup de cœur pour un joueur qu'on peut voir derrière moi et qu'on peut voir derrière toi aussi, hein, qui s'appelle Rafael Nadal, où vraiment je suis tombé sous le charme de son style de jeu, de sa mentalité, ce fighting spirit, le fait que sur le terrain, on a l'impression qu'avec lui, surtout dans ses jeunes années, en 2005, quand il triomphe à Roland-Garros, que rien n'est impossible, qu'il peut rattraper toutes les balles. C'est vraiment quelque chose qui coïncide avec mes valeurs. Je me reconnais dans ça. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché avec le joueur. En plus, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais les cheveux un petit peu longs. Lui aussi, il avait les cheveux longs. Il est un peu match métis. C'est vrai que je me suis vraiment identifié à ce joueur et depuis, je le suis à travers tous les tournois. Et c'est vraiment quelqu'un qui me plaît. J'apprends beaucoup de lui. C'est vraiment un mentor, un modèle. Et ça m'a encore plus donné envie d'apprendre sur le tennis. Et c'est de ça qu'est partie ma passion. Et derrière, après, de comprendre le circuit professionnel, comment ça marchait. Et de là, en arriver à fonder Games and Talk. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'on peut le voir, et nous enseignants, on sait qu'on est quand même, parfois on est la clé d'une aventure qui va durer peut-être des années pour des enfants, tu vois. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, cette personne-là, à savoir Nadal, t'as fait tic, toi, dans la tête, tu fais ah, mais c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Et s'il n'avait pas été là, peut-être que ça serait pas, peut-être qu'il serait arrivé plus tard. Mais en tout cas, là, vraiment, il a créé, il a fait l'étincelle qui fait que maintenant, tu t'épanouis dans ça, en tout cas. C'est ça, c'est clair. Et en plus, du coup, quand tu vis ces matchs, quand tu vis des moments forts ou des moments où il est un peu dans le dur, c'est vrai que ça te donne des frissons, ça crée des émotions et tu te sens un petit peu vivant, entre guillemets. Et donc, je pense que c'est important aussi de s'identifier à des joueurs, même si après, il y en a toujours, par rapport à cet éternel débat entre Federer, Nadal, Djokovic. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir ce genre de modèle parce que c'est vrai que tu ne vis pas les matchs de la même façon. Tu as ce côté affect, mais c'est vrai que quand tu vis le truc, tu vois, tu as toutes ces émotions et ça donne des frissons. Et c'est vachement intéressant et on s'épanouit vraiment dans le tennis. Et c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait kiffer. Après, on pourra en parler. Donc, du coup, j'ai dû stopper quand j'étais jeune le tennis. J'ai repris en 2020. Il y a eu le confinement, le couvre-feu, etc. J'étais non classé. Là, j'ai fait un tournoi. Je suis monté 34. Je n'ai pas un grand niveau de tennis. Je suis plus à l'aise derrière la caméra qu'avec une raquette. Mais je kiffe quand même. Tu vois, je kiffe taper dans la balle. Je m'épanouis vraiment. Ça me fait super plaisir. Ça me fait énormément de bien. Même si je suis un peu frustré parce que je n'ai pas forcément le niveau que j'aimerais avoir, où il y a des lacunes et forcément, ceux qui m'ont vu déjà jouer le savent. Mais c'est vraiment, c'est vraiment un bien fou. Et vraiment, je souhaite à tous les auditeurs qui sont passionnés d'un sport qu'ils aient ces émotions quand ils le regardent, quand ils le pratiquent, parce que ça fait vraiment du bien. Et sur le sport en général, c'est ultra important. Par rapport à toi, du coup, ton rapport au sport et au tennis, est-ce que tu vois un petit peu de la même façon ou est-ce que tu es un peu plus multisport? Alors moi, le rapport au sport, il est en moi depuis tout le temps.
C'est quelque chose que j'ai toujours senti, ressenti. Et au jour d'aujourd'hui, ça se voit encore plus parce que je pense que je dois faire entre 5 et 6 sports par semaine. Et du coup ça a vraiment été. Au début, c'était pas ça. Hein, c'était pas ça du tout. Je commence le sport finalement qu'à 6 ans, que d'autres commencent beaucoup plus tôt. Quand on me voit sur les cours, sur les mini-tennis, même sur les baby-tennis, des fois, à 3 ans, ils sont là. Et donc, je commence à 6 ans, je commence par le foot et le tennis. Et finalement, je ne me plais pas au foot, c'était pas ouf. Pourtant, j'adore jouer en équipe, mais là, du coup, ça ne percutait pas. Je me focalise sur le tennis et j'y reste pendant 20 ans, sérieusement, on va dire. Et après, du coup, cette période-là, je me suis découvert une passion qui m'anime maintenant au jour le jour pour le triathlon. Et le triathlon qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Ou en tout cas, quand tu veux vraiment performer, il faut passer du temps parce qu'il y a 3 disciplines, natation, vélo et course. Et donc, du coup, je passe beaucoup, beaucoup de temps en ce moment dessus et je n'oublie pas mes premiers amours, à savoir le tennis. Et je pratique un peu plus tu vois, tout ce qui peut s'y apparenter, tu vois, genre le paddle, le beach, le golf. Tu vois, le golf, j'aime bien faire la parenthèse parce que du coup, quand tout à l'heure tu disais on est sur le terrain, on est tout seul avec sa raquette, mais le golf, on retrouve la même chose, tu vois. Tu as certes des mecs sur le parcours qui vont faire un score de fou, mais si toi tu te démerdes bien et que tu joues le jeu que tu dois jouer, ben, du coup tu vas faire ton score et tu seras pas. Voilà. Par contre, au tennis, tu as quand même, si le mec est meilleur, bon, il va te mettre dans la difficulté. Donc. Mais c'est toujours ce rapport-là qui est vachement intéressant avec le tennis et qui, du coup, je trouve, d'avoir testé plein de sports, fait vraiment le rapport avec soi-même, fait vraiment intérieur, tu vois, tu travailles vraiment sur toi, je trouve. C'est vraiment. Après, le triathlon, c'est une aventure. C'est vraiment. Tu t'entraînes, moi je m'entraîne en ce moment entre 15 et 20 heures par semaine pour ça. C'est vraiment, là tu apprends à te connaître, tu apprends plein de choses sur la nutrition, le sommeil, toutes les filières énergétiques, toute la physiologie, tout. Si tu veux performer, il faut vraiment tout connaître. Donc c'est une super quête pour soi-même en tant que sportif. Donc quand je parle tennis, évidemment, je repense quand je suis tout petit. Tu vois, quand je suis tout petit, moi ce qui m'a marqué, je me rappelle encore, j'étais chez mes grands-parents, on regarde Roland. Et là, il y a Serena qui jouait. Je ne sais pas contre qui. Et quand j'entends frapper, j'entends un bruit, mais un bruit ouf. Et je me dis, putain, ce bruit quand même. Et là, j'aimerais trop le vivre. Et là, j'ai dit à papa ou maman, je ne savais plus qui c'était. Et je lui dis, je veux jouer au tennis. Voilà. Et bam, c'est parti. Parce que j'avais entendu, et en plus, cette anecdote, je l'ai dit sur la dernière interview que j'ai fait avec un coach. Hein, et je lui ai dit, moi, ce bruit-là, je voulais l'entendre, je voulais le vivre. Quoi. Je voulais le vivre, je voulais le ressentir. Là, et ça m'a. Ah, c'était, ouais, voilà, ça a été le déclencheur. En fait, c'était, oh, putain, ce bruit, oh, je veux faire pareil. Voilà. Et du coup une fois que tu étais dedans, ben, comme tout, tu t'investis, tu passes du temps. Je me suis entraîné pendant des années. Du coup, je suis monté K15 au final, mais ça suffisait pour passer le DE. Et du coup, après, maintenant, quand je fais le comparatif, je me sens plus à l'aise à faire plein de sports plutôt qu'un seul. Voilà. Après, c'est mon rapport au sport. Hein. Il y en a qui vont être excellents dans un sport et d'autres qui vont être moyens dans d'autres. Et inversement, moi, je vais être, je pense, passable ou bon dans tous les sports que tu vas me proposer. Mais par contre, je ne vais pas être l'élite. Mais bon, en tout cas, je prends du plaisir là-dedans. Et on en parlera peut-être dans la suite des questions. J'ai vraiment une envie forte pour 2022 de valoriser les bienfaits du sport pour le monde, pour les personnes en France, en tout cas, pour l'instant. On verra si on fait pour les Anglais. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de valoriser le sport et les bienfaits et les valeurs qu'on peut partager parce qu'au-delà de l'enseignement du tennis, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressait, que je peux retrouver aussi dans le cadre de la formation des enseignants, c'est éduquer, amener des choses qui vont permettre de faire perdurer l'enfant ou en tout cas l'élève et voire l'adulte dans des valeurs qui sont communes à tous les sports et qui font que tu es une meilleure personne. Quoi. Et cette image-là du sport, je pense qu'il faut la promouvoir, il faut la montrer, surtout que là, on est à 2 ans, enfin, on est à 3 ans une grosse échéance, des JO. C'est, bon, là, d'ici quelques mois, on va avoir les JO d'hiver, mais voilà, c'est vraiment des moments, c'est des moments, c'est des périodes, on le voit, quand tu regardes la Coupe du Monde de foot, le foot, quand même, c'est. Alors, pour toutes les images qu'il y a qui ne sont pas bonnes, tout ça, je pense aux supporters, les prix, tout ça. Bon. Mais quand tu vois, quand on a été champion du monde, quand la France a été championne du monde, tu as l'impression que tout le monde sont les meilleurs amis du monde. Hein. Oui, c'est clair. Tu sors dans la rue, mais c'était la fête. En plus, c'est en juillet, il fait beau, tout ça. Mais je me rappelle, le coup de sifflet final était sifflé.
ça klaxonnait déjà dans les rues, tout ça, et pourtant, je ne vis pas dans une grande ville. Et là, mais c'était la fête, mais c'était incroyable. Et tu sentais cette ferveur, tu sentais cette énergie. Il n'y a que le sport. Moi, je connais que le sport. C'est fantastique. C'est Non, fantastique. non, c'est clair que ça rassemble. Et comme je te disais, par rapport voilà, à ce qu'on évoquait sur Rafael Nadal, c'est vrai que aussi le fait de pratiquer un sport, ça t'apprend le dépassement de Ouais. toi. Par exemple, voilà, si tu cours, de faire un tour supplémentaire ou voilà, de taper une balle en plus, etc. Et c'est vraiment des leçons que tu peux appliquer à tous les moments du quotidien, que ce soit sur le plan perso ou le plan professionnel, pour être une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. Et c'est là que c'est ultra intéressant le sport vis-à-vis de ça parce que ça t'apprend à te dépasser et du coup tu peux toujours faire mieux dans n'importe quel contexte, te rappeler de ça, tu te dis ah ouais, là j'ai fait mon tour en plus, là je peux rendre ce truc là au boulot, je peux faire ça à côté et c'est vrai que c'est vraiment important cette dimension psychologique que ça peut avoir. Parce que souvent, tu vois, et moi, je le dis souvent, je dis le sport, c'est l'école de la vie. Et en fait, des fois, on a du mal à montrer, à comprendre ce qu'il y a derrière ou vraiment essayer de percevoir ça. Pour moi, c'est ça. C'est tu fais des choses dans le sport que tu vas pouvoir transposer dans la vie. Par exemple, voilà, tu as des événements sportifs avec des échéances élevées et tu te dis, ben, ah, je ne sais pas si je vais y arriver. Ben, du coup, peut-être que tu vas avoir la même sensation quand on va te demander de faire une action professionnelle. Tu vas dire, ah putain, je ne sais pas si je vais y arriver. Et finalement, tu l'as vécu, tu as travaillé pour ça, tu as parcouru du chemin, tu t'es amélioré, tu as testé, tu as échoué, tu as recommencé, et petit à petit, du coup, tu réussis. Tu fais ah ouais, ah mais c'est vrai que ça m'a fait pareil que pour ça. Ah oui, et bien du coup, je pense que je peux y arriver. Et etc. etc. Et ça, voilà, ça pour moi, c'est ça l'école de la vie, et en tout cas, le sport, il est pour ça. Mais pareil, tu as des choses que tu réussis professionnellement que tu peux transposer dans le sport. Mais comme le sport, on le fait souvent par passion, tu t'en rends pas compte, tu t'en rends pas compte, tu vois. Et les gens qui arrivent à travailler de leur passion, voilà, c'est encore mieux. Encore mieux. Mais en tout cas, c'est dans le sport que tu vas arriver à créer des choses, que tu vas vouloir te pousser parce que du coup, c'est une passion, donc tu ne réfléchis pas en fait. Au boulot, si on te dit, bah, il faut que vous fassiez ça, oh, ça me fait chier de faire ça parce que ce n'est pas une passion, des fois. Mais si c'est le cas, tu vois, tu le feras facilement. Tu diras, ah oui, c'est bon, je suis hyper motivé par le projet, je vais faire ça parce que je sais que ça va m'aider pour arriver à ça, etc. Et du coup, tu es aussi dedans, tu vois. Et il y a plein de ponts qui peuvent se faire. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment extraordinaire les bienfaits que peut apporter le sport. C'est indéniable. Bon, on est Justement, question 2. justement, c'est totalement lié à la prochaine question. Est-ce que Ouais. tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale, sachant qu'on va en parler, rentrer dans le cœur du sujet après par rapport à Meet Tennis, mais là, est-ce que tu as toujours eu dans ton enfance ou plus jeune, cette envie de lancer des projets, de concrétiser des choses? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce que, mais du coup, c'est encore une fois, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que tu vis des choses au fur et à mesure de ta vie et tu les prends ou tu les prends pas. Et bon, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, beaucoup de développement personnel, etc. Et du coup, mon discours au jour d'aujourd'hui n'est pas du tout le même que par rapport à avant. Mais on est tous éduqués dans un système, on va dire, où c'est qu'il faut bien faire les choses, il faut être bien diplômé, il faut bien faire les. Tu vois, et il y en a beaucoup qui se bloquent là-dedans, alors qu'en fait, pas du tout. Mais je ne dis pas que c'est pas bien. Au contraire, il y en a qui vont faire des trucs super. Mais par contre, je connais l'inverse, mon cas. J'ai eu des études intéressantes, tu vois, un bac scientifique, après des études d'informatique qui, du coup, m'aident pour MIT. Ouais. Mais par contre, dans lesquelles j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Et je me dis, mais en fait, ça va pas le faire, quoi. Et finalement, après, je m'en vais au tennis, je passe le DE, ça se passe, je mets un peu de temps quand même à le passer. Et finalement, ça se passe bien. Et après, finalement, il m'arrive des opportunités et de me dire, mais en fait, je pense que tu pourrais créer des trucs. Ah ouais, bon, eh ben, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, une fois que tu t'y mets, que tu mets le pied dedans, tu fais, ah ouais, ouais, si, c'est ça qu'il me faut. Si, c'est ça qu'il me faut. Et une fois que tu es dedans, tu fais, je peux pas, là, je peux plus en sortir. Hein. Je peux plus en sortir. Je dis, Alors, par contre, oui, il faut une rigueur, il faut être hyper investi, tu vois, il faut passer du temps. Mais par contre, le fait, en fait, d'avoir cette liberté-là et d'avoir ce cadre-là, enfin, c'est génial parce que je pourrais pas faire tout le sport que je fais déjà. Ça serait, enfin, je pourrais, mais ça serait Pas cette flexibilité, cette souplesse. ah ouais, ça serait très compliqué, surtout que moi, du coup, le travail que je fais, c'est avec un ordi, donc je peux le faire partout en France, partout dans le monde même. Dès que j'ai une connexion Internet, c'est bon. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui maintenant, je sens que je suis aligné avec ça et je sens que c'est moi, ouais. C'est ma vie, tu vois, j'y suis, quoi. Et du coup, je suis hyper à l'aise et là, je me dis, ouais, tu as trouvé ce qu'il fallait. Par contre, à l'intérieur, du coup, tu as des hauts et des bas et c'est super intéressant. On va en parler à des limites et les projets qui vont venir, mais c'est super intéressant d'être acteur de sa vie. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on entend, mais des fois, on n'y met pas les mots dessus, quoi.
Mais là, c'est vraiment acteur. C'est-à-dire que tu fais tes choix, tu fais tes décisions. Parfois, c'est pas facile de prendre des décisions, mais tu arrives à des résultats parce que tu crois en ce que tu fais et finalement, on le voit vite, quoi. Il y a eu des rencontres, j'en parlerai après sur les questions suivantes, mais il y a eu des rencontres il y a 2 ans ou 3 ans. Tu me dis, Anto, tu vas rencontrer telle personne. Je dis, ouais, merci. Hein. Mais c'est bien de croire en moi, merci, mais je pense pas. Et en fait si, c'est non, c'est non. Donc, du coup, et toi? Du coup, moi, par rapport, ouais, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale parce que je ne sais pas si ça joue, mais tu vois, je suis fils unique. Et plus jeune, je sais que sur certaines passions, sur certains jeux que j'avais, pour aller à la rencontre de personnes qui avaient cette même passion que moi, il fallait que je fasse des démarches, entre guillemets, que je crée des choses, par exemple des forums, etc., pour rencontrer du monde. Donc, c'est vrai que je l'ai eu depuis mon plus jeune âge, cette volonté de réunir des personnes autour d'une même passion pour pouvoir partager, pour avoir finalement des personnes avec qui jouer ou qui parlaient de ce sujet en question. Donc, j'ai lancé pas mal de projets divers et variés. Et c'est pour ça que voilà, Games and Talk, c'est venu dans la continuité de tout ça. Je suis un passionné de tennis. Quoi qu'il arrive, j'en parle et j'en parlerai. Donc pourquoi pas partager ça avec d'autres passionnés, confronter également un peu mon analyse avec celle des autres. Et c'est pour ça que voilà, c'était tout à fait logique de lancer la chaîne YouTube. Ça, c'est vachement intéressant le fait que, ouais, en fait, tu as été animé par le fait de vouloir rencontrer des gens pour pouvoir jouer. Et C'est finalement, ça. tu t'es mis dans la démarche d'entreprendre des choses pour arriver à ça. C'est Et ça, c'est ça en super. fait. Ah ouais, C'est ça en fait, tu vois, c'est ça, c'est assez trivial entre guillemets, mais voilà, tu es fils unique, tu as un besoin de rencontrer sur n'importe quel sujet, hein, mais ouais. des gens pour partager ta passion, pour jouer, si c'est un jeu, etc. Comment tu fais? Du coup, tu mets en place des choses pour créer cette communauté. Et du coup, quand tu es plus jeune, ça passe par des forums, etc. Maintenant, bon, ça passe par la chaîne YouTube pour parler tennis. Mais c'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir ça, ça m'a toujours animé, parce que c'était quelque chose d'important pour moi de par le fait que j'étais fils unique et de pouvoir rencontrer, c'était aussi voilà, le meilleur canal, le meilleur moyen Ouais. pour rencontrer des gens passionnés. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est toute cette partie un petit peu stratégique aussi à réfléchir, tu vois, où tu brainstormes un peu, tu réfléchis un peu sur ton modèle, qu'est-ce que tu veux mettre en place, comment est-ce que tu pourrais toucher telle et telle personne, comment créer un concept original, inédit, parce Ouais. que potentiellement à côté, il y a des gens qui font la même chose, donc comment te démarquer. Et ça, c'est vraiment des réflexions qui m'intéressent et que j'aime beaucoup mettre en place pour pouvoir réfléchir voilà, à l'avenir. Et même après, on peut en parler sur Games Talk, mais pour toujours évoluer, pour ne pas rester dans son petit plafond de verre, pour essayer de passer à l'étape au-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant que quand tu es entrepreneur, que tu vois un petit peu tous les jours Ouais. pour ne jamais rester au même stade et toujours continuer d'avancer, toujours continuer de progresser De et t'améliorer de façon perpétuelle. toute façon, à partir du moment où c'est que tu sors de cette dynamique-là, ben, tu régresses. Hein. Tu stagnes même pas, tu régresses parce que les autres, ils avancent, tu vois. Et c'est pas la course à celui qui va faire le truc de fou, c'est l'engouement autour d'un sujet qui fait que petit à petit, tu as des gens qui s'y mettent dessus. Il y en a un qui va apporter un truc de plus, l'autre qui va C'est vouloir ça. apporter encore un truc de plus, et du coup, tu te retrouves à élever ton niveau. Ça, c'est comme les gens, moi, souvent, on me dit ah, mais sur Meet, il y en a, ils font déjà des trucs comme ça, ou il y en a qui font pareil que toi. Où ils me disent, ouais, la Fédé, elle a fait un truc comme ça. Mais je dis, bah, la Fédé, elle m'a pas piqué l'idée. La Fédé, elle a eu les idées comme tout le monde a des idées, tu Ah vois. oui. Il y a des profs, ils ont des idées de fous et on les entend pas, tu vois. Mais je dis au contraire, moi, le lieu Meet, c'est on se retrouve, on se rassemble et on échange, voilà, et on partage. Et tout le monde fait des trucs et tout le monde partage des trucs, tu vois. C'est pas, hé, regarde ce que j'ai fait, regarde, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Non, non. Si tu prends, tu prends, tu comprends, tu prends pas, on s'en fout, tout ça. C'est comme quand tu es dans des rassemblements, dans des réunions d'entreprise, dans des espaces de brainstorming, justement, dans des colloques. Et là, du coup, tout le monde parle. Alors, des fois, tu as des idées qui sortent, putain, trop bien. Et d'autres, tu fais, ouais, bon, celle-là, bon, ouais, peut-être pas, ouais. Mais c'est pas grave. Tu vois, et c'est ça qui est bien. Mais du coup, tu as la question 4. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, motivé, on en a parlé déjà un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a poussé, motivé justement à faire ce projet-là, de mener à bien ce projet-là? Du coup, comme on l'a dit précédemment, depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 9 ans, je suis un passionné de tennis. Ouais. C'est vrai que plus j'ai grandi, plus j'ai voulu, entre guillemets, évacuer cette frustration au fait que je ne pouvais pas forcément jouer par rapport à mes petits soucis au genou et que j'avais peut-être pas forcément le niveau adéquat. Euh, j'ai essayé d'avoir des expériences dans le tennis, que ce soit en tant que rédacteur pour rédiger des articles ou sur des formats podcast, sur des web radios. Mm. C'est vrai que je me retrouvais un petit peu moins sur la partie rédaction. Je trouve que ça ne s'y prête pas forcément, tu vois, une analyse pure. Je préfère en parler de vive voix. Et le format podcast, c'est là que j'ai compris que c'était pas mal du tout de pouvoir échanger, de pouvoir débattre. Et du coup, en 2016, une idée a germé dans ma tête, celle de créer un média
sur lequel je pouvais parler librement de ma passion, le tennis. Et c'est ainsi qu'est né Games Talk, où avec mon équipe, tu vois, on a pour but de promouvoir ce sport en France à travers des thématiques variées. Donc, que ça soit des reviews de matchs, des previews de matchs, parler des tirages au sort et parler un petit peu de ce qui se fait sur le circuit professionnel, mais également de recevoir des invités, des acteurs qui touchent de près ou de loin au tennis. Surtout que, pour revenir un peu dans le contexte, en 2016, il n'y avait personne sur YouTube en France qui parlait tennis, en tout cas de l'actualité pure. Bien sûr, tu avais les chaînes pour t'apprendre à faire un service, un coup droit, t'améliorer sur la pratique pure. Mais sur l'actualité, tu n'avais rien. Tu avais Benoît Mélin et Julien Barlet qui faisaient des lives Facebook. Mais sur YouTube, tu n'avais rien. Donc, c'est vrai qu'on a été la première chaîne francophone sur YouTube à partir sur l'actualité tennistique. Et c'est vrai que maintenant, on se régale à décrypter le circuit professionnel. Et tu dis vous, et donc du coup, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais du coup, moi, je sais que je travaille tout seul, mais je peux m'appuyer sur des enseignants super motivés avec qui on partage, on se réunit sur des lives, etc. Mais toi, du coup, vous êtes plusieurs. C'est ça, il y a eu plusieurs équipes en fait. En 2016, quand j'ai pensé ce projet, par rapport à mes différentes expériences, j'ai contacté plusieurs personnes avec qui j'avais déjà travaillé, qui étaient aux quatre coins de la France. Donc, on n'était pas dans la même région ni dans la même ville, pour savoir si ça les intéressait d'intervenir, de débattre également et de participer au projet. Donc, au début, on a eu une équipe avec 5-6 personnes. Et après, durant quelques années, 2-3 ans, et après, les aléas de la vie, les projets perso et pro de chacun ont fait qu'ils ne peuvent plus assurer le même périmètre. Cette année, j'étais encore avec 2 chroniqueurs, donc Ben et Amine. Après, en fonction de la partie pro, de la partie aussi sur les études, qui fait que tu ne peux pas forcément assurer la même chose en 2022. C'est pour ça que j'ai lancé un recrutement sur cette fin de saison 2021, où du coup, on verra de nouveaux chroniqueurs en 2022 pour m'accompagner avec moi sur Games Talk et sur cette couverture de l'actualité. Parce que l'autre motivation également, c'est de pouvoir un peu confronter, comme je te disais, mon analyse, cette certaine expertise que j'ai à celle des autres pour justement progresser sur cette analyse, sur mes connaissances du tennis, parce que c'est vachement intéressant. Et je pense que nos auditeurs viennent chercher ça, tu vois, ils viennent voir si leur analyse est en phase avec la nôtre, si au contraire, ils ont des endroits où ils ne sont pas tout à fait d'accord pour justement essayer de comprendre tel joueur, son style de jeu, tel joueur, qu'est-ce qu'il peut mettre en place, etc. Et comme ça, les deux personnes grandissent ensemble. Après, dans nos auditeurs, tu as également la partie qui n'a pas forcément le temps de voir tous les matchs et qui, en quelques minutes, arrive à avoir une pastille qui lui explique les principaux résultats, pourquoi le joueur A battu le joueur B, qu'est-ce qu'il a mis en place. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, tu vois, la partie tactique, de qu'est-ce qu'un joueur peut mettre en place pour faire déjouer son adversaire, sur quoi il va devoir s'appuyer. Et c'est notamment dans notre partie preview. Donc là, on parle d'avant-match, on présente une affiche, on l'analyse en long, en large, en travers. Il y a une partie, c'est aspect tactique. Et là, on essaie de voir un petit peu le match-up en lui-même, les forces de l'un, les forces de l'autre, les faiblesses des deux joueurs, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire justement pour se démarquer sur ce tournoi-là par rapport à leur dynamique du moment. D'accord. Donc, du coup, tu as quand même réuni la question 4 et 5 ensemble. Mais bon. Voilà. On essaie de rattraper. Non, peut-être, ouais, c'est pas grave. Et du coup, je vais passer à ma partie. Mais en tout cas, je vois qu'à travers ce que tu partages, il y a des choses qui sont similaires sur Meet, tu vois. Et en tout cas, dans ces envies-là d'échange, de débat, je pense que c'est hyper intéressant, tu vois, pour quelqu'un de se confronter aux autres, mais il ne faut pas le voir comme un jugement, tu vois. Et il y a plein les stagiaires que j'ai en formation DE, c'est ah oui, mais là, il y aura les jurys. Mais je dis, mais ne vois pas le jury comme un jury, tu vois le jury comme un collègue. Et du coup, déjà, ta vision des choses elle va être beaucoup plus positive, beaucoup mieux. Tu vois, tu as droit à l'erreur. Alors, c'est sûr, si tu en as qui viennent et qui vont te dire, bah oui, ça va pas, ça marche pas. Ouais, mais ça marche pas, pourquoi? Explique, tu vois. Si tu dis pas, ça sert à rien, gars, tu vois. Bon, mais bon. Et donc, du coup, Meet. Dis-nous tout sur Meet. Meet, il naît dans ma tête pendant que je suis en formation DE. Il naît dans ma tête pendant que je suis en formation DE à la Ligue Occitanie. Du coup, c'est que j'ai passé le diplôme. On nous avait demandé de fournir une action de fidélisation. Et juste pour que les personnes dans la chronologie, c'est quelle année que ça naît Donc, l'action, le départ, dans l'idée, c'est 2017. Okay. Et janvier 2018, je commence à coder. Et septembre 2018, j'attaque. Ouais.
Et donc, du coup 2017, l'idée PIM, je fais ah. Et donc, du coup, il nous demande ça. Il nous demande une action de fidélisation, une action de recrutement à partager, mais qui n'allait pas nous être donnée. Bon. Donc, on en donne tous, on était 20, je crois, donc ça fait 40 actions. Il y en a peut-être certaines qui étaient les mêmes, mais bon, on va dire qu'il y a 40 actions. Et du coup, je dis à mon formateur, qui maintenant est mon collègue, je lui dis, mais est-ce que tu peux pas nous les envoyer, les trucs, parce que du coup, ça nous fait une liste d'idées, c'est super, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai pas eu la réponse. Je pense que c'était pas méchamment, c'est juste que, bon, je suis passé au milieu des mails des autres, c'est pas grave. Mais du coup, je me dis, putain, il y a quand même un truc, quand même. Je regarde sur le web, tu vois, il y avait des articles de temps en temps sur le tennis, comme tu disais. Il y a des chaînes vidéo qui apprennent à jouer au tennis. Et il y a des choses intéressantes. Donc, évidemment, je me dis, il y a du contenu, mais il n'y a rien pour les enseignants. Il n'y a rien. Il n'y a rien en France. Bon, en tout cas, dans la francophonie, peut-être un peu plus. Tu vois, côté Canada, les mecs sont toujours en avance. Et du coup, je me dis, tu as un truc à faire. Anto, toi, tu as une petite expérience sur le web avec tes formations en licence d'informatique. Tu es capable de le faire. Bon, pourquoi pas? Donc, je m'y mets, je m'y lance et je commence à coder. Donc ça a germé quand même un petit peu. De me dire, est-ce que c'est réalisable? Qu'est-ce que je pourrais faire? À côté, j'avais commencé à faire des vidéos, tout ça. Je me disais, je serais peut-être capable de faire des interviews, tout ça. Et justement, un de mes formateurs, qui lui était spécialisé plutôt partie projet de club, il me dit, mais toi, tu sais faire des vidéos, fais des interviews de coach. Ah, je lui dis, alors qu'au début, je voulais juste centraliser des choses. En fait. Je voulais qu'il y ait un seul et même endroit où c'est que les gens discutent, partagent des articles, des vidéos, des lives, de partout, en fait, et que ça soit un seul et même endroit, c'est qu'il y ait tout. Et il me dit, tu peux faire. Ah, ah ouais, c'est vrai, c'est pas con ça. Ah, c'est pas bête ça. Et du coup, j'ai fait, c'est parti. Et donc après, évidemment, ça demande plus de travail, hein, évidemment. Et sachant que je les faisais en réel jusqu'au Covid, donc il fallait se déplacer, prendre le matos adéquat, s'équiper, etc. Bon, mais après, pour l'entreprise, je l'avais déjà, donc ça va. Et du coup, je me mets à faire ça. Et je me dis, ouais, mais en fait, ça commence à être vraiment bien. Et j'en parle à la Ligue Occitanie. Là, Occitanie voulait un peu se l'approprier. On n'était pas trop en accord là-dessus. Donc, ça a freiné un peu le truc. Je me suis dit, bon, ouais, c'est mort, c'est pas la peine. Et finalement, en septembre, je me suis dit, non, c'est hors de question que je passe à côté d'un truc comme ça. Je pense que c'est bon. Il faut que j'y aille. J'y vais. Et là, du coup, je crée le truc, je lance le site. Au début, du coup, c'était que le site. Il y avait le site, il y avait le compte sur Facebook, le compte sur Instagram et la chaîne YouTube. Et en fait, je ne fais pas les choses super bien pour ça, par contre, ça, je le sais, si j'avais un peu plus de temps, je le ferais, mais mon contenu, c'est le même partout. Alors qu'on sait qu'il y a des différences pour chacun des plateformes. Le contenu n'est pas aussi vu autant, enfin pas aussi longtemps vu sur Facebook, enfin sur Insta qu'il est vu sur Facebook. Et inversement sur YouTube. Même si YouTube, ça a quand même tendance à pouvoir remonter un petit peu. Mais bon, et donc du coup, je mets ce contenu à chaque fois partout. Et mon but, c'est ça, c'est de dire, OK, on a un endroit où c'est que tu as des personnes qui vont venir partager des choses qui marchent dans leur club. Et au début, bon, certes, là, au jour d'aujourd'hui, il y a eu des coachs de haut niveau qui sont venus, mais parfois, je fais parler des personnes qui sont des enseignants de club. Il y a 200, 300 personnes dans leur club et ils font des trucs super. Et pour moi, c'est aussi important l'un que l'autre, tu vois. C'est des mecs qui sont motivés, qui vivent ça au quotidien, qui sont pas du tout dans le même registre, tu vois, parce que c'est pas le haut niveau, mais qui par contre, sans eux, tu pourrais pas arriver à avoir des gens au haut niveau. Et c'est hyper important de transmettre aussi cette énergie-là et ce travail-là qu'ils font. Donc, tu en as qui vont te partager une méthode sur quelque chose, pas une méthode, mais en tout cas une expérience sur quelque chose. Et le mec qui entend ça, ou la fille, évidemment, il te dit, ben, ah, c'est intéressant ce qu'il fait lui dans son club, on va essayer de le faire chez nous. Alors, tu auras peut-être besoin de l'adapter, tu vois, tu auras peut-être besoin de le revoir, de te l'approprier. Mais en tout cas, tu as une idée. Pam. Et, voilà. Et c'était la liste des idées là qui nous avait été donnée. On aurait eu chacun le temps de l'adapter. Et du coup, j'arrive à faire ça et je me dis, mais putain, je pense qu'on peut vraiment faire des trucs bien. Et j'avance dans la chronologie, du coup, je saute aussi sur la question 5 qui est qu'est-ce qu'on peut trouver sur le mythe. Et du coup, j'avance dans la chronologie, et je passe du temps, je fais de plus en plus de rencontres intéressantes. Et on me pose souvent la question, on me dit, mythe, du coup, tu passes beaucoup de temps, mais tu ne gagnes pas beaucoup. Ben, je dis, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais par contre, je gagne beaucoup en expérience, en contact, en compétences, tu vois, parce que c'est énorme. On discute tellement de choses, tu vois, et il faut être ouvert à tout, quoi. Et tu as des discussions qui sont super pertinentes, qui peut-être à l'instant T ne te servent pas, mais il ne faut pas les fermer parce que du coup, tu dis peut-être que plus tard, tu en auras besoin. Et au début, je me rappelle, dans mes années lycée, j'étais très fermé. J'étais quelqu'un, ah ben lui, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas de l'entendre parler. Ben, en fait, non, tout le temps, il faut tout le temps écouter. Il faut tout le temps écouter parce qu'il y a toujours un truc à tirer. Et maintenant, dès que je rencontre quelqu'un,
Je vais chercher le petit truc chez lui, dans sa vie, dans sa passion, dans quelque chose qui me fait dire, voyons, parle-moi de ça. Et là, du coup, tu as l'écoute et tu apprends, et c'est génial. Bon. Et donc, du coup, sur Meet, voilà, le chemin avance et arrive, on va dire, un moment hyper important, c'est le confinement, le premier confinement, où c'est que là, je voyais le vent tourner et je me suis dit, putain, là, tous les profs, ils vont être chez eux. Et toi, ça fait un petit moment que tu avais envie de les rassembler en live, faire pas des conférences, mais faire vraiment un lieu participatif en ligne. Et j'ai dit, bah, allez, je lance les lives. Et en fait, on en faisait un par mois, voire deux par mois des fois, avec soit c'était des quiz, soit c'était juste un sujet de débat comme ça, soit c'était un expert qui venait, qui parlait, et on pouvait lui poser des questions. Mais ça a été extraordinaire, extraordinaire. Et tout à l'heure, dans la question suivante, c'est quelles sont les problématiques, mais on en parlera après. Il y a des choses qui, au jour d'aujourd'hui, me dérangent par rapport à l'engouement qu'on a vécu pendant le confinement. On va en parler après. Et en tout cas, dans toute cette histoire-là, du coup, dans cette histoire de mythe, on peut retrouver au jour d'aujourd'hui des interviews, des articles, des documents pédagogiques, des vidéos pédagogiques, et tout ça sur, comme je l'ai dit, le site web qui n'est plus actif parce que du coup, à la place, il y a une application mobile. On en parlera aussi dans une des questions là. Application mobile qui est née il y a 1 an et qui a été un travail terrible, mais encore une fois très formateur et génial. Je ne pensais pas être capable de pouvoir faire ça, mais j'ai fait une application mobile. Et donc, du coup c'est hyper formateur, c'est génial. Et du coup, on va en parler. Je ne vais pas en parler, je vais pas dire trop de choses pour ne pas griller les questions suivantes. Pas spoiler. Mais en tout cas, voilà, c'est une aventure extraordinaire. Et je suis ravi d'avoir fait ce choix-là, comme on parlait de choix tout à l'heure. Je suis ravi d'avoir fait ce choix-là et de ne pas avoir cédé à me dire ouais, mais s'il faut, ça ne marchera pas. Si la Ligue, elle n'a pas voulu, ça ne me plaît pas, tant pis. Non, j'ai bien fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, du coup, Meet a 3 ans. En septembre, a eu 3 ans. Là. Et du coup, je suis hyper content. Donc, si nous, on doit reprendre un petit peu, dans ton cas, qu'est-ce que peuvent retrouver les auditeurs sur Game Set Talk avant de passer à la question suivante? Ouais, pour la question, avant de passer à la question, ouais, du coup, comme je le disais, sur ce que les auditeurs de Meet peuvent trouver sur Games Talk, c'est une couverture du circuit ATP et WTA tout au long de l'année, avec notamment une forte présence sur les moments importants, tels que les Grands Chelems et les Masters 1000, avec des débats, des lives également, comme tu as pu l'évoquer, avec des questions centrales en fonction de ce qui se passe dans ces événements. Également, des interviews d'acteurs qui touchent de près ou de loin au monde du tennis, comme on est en train de le faire en ce moment, et des analyses d'affiches, des previews pour voir un petit peu les forces en présence. Je ne sais pas si on prend une affiche qui a pu avoir un Djokovic-Medvedev, de comprendre un peu la dynamique du moment, les forces et les faiblesses des deux joueurs, leur précédent face-à-face, un petit peu également comment ils ont joué dans ce tournoi d'un point de vue statistique. Est-ce qu'ils se sont fait beaucoup de fois breaker? Est-ce qu'au contraire, ils ont réussi à sécuriser leur engagement, faire peu de fautes? Et derrière, la partie qui je trouve la plus fascinante, la plus passionnante, c'est la partie tactique de voir, OK, les deux joueurs se sont rencontrés à l'Open d'Australie. Djokovic a totalement fait déjouer son adversaire. Qu'est-ce que Medvedev, là, à l'US Open, il va pouvoir mettre en place pour corriger un petit peu le tir? Et c'est ça qui est ultra intéressant à creuser, se mettre un peu dans la place du coach, de voir qu'est-ce qu'il aurait pu aiguiller, qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux pour contrer l'offensive de Novak Djokovic, et ce qu'il a parfaitement réussi à faire d'ailleurs à New York. Et derrière, reblotte à Paris-Bercy. OK, qu'est-ce que Djokovic va pouvoir mettre en place? Le service volé qu'il a magnifiquement fait. C'est ultra intéressant, notamment, on a la chance d'avoir certains match-ups qui apportent des points de vue tactiques assez intéressants. Certes, cette année, il y en a qui ont manqué, comme Thiem, Nadal et Federer, qui permettent également d'avoir de super match-ups entre les membres du top 10. Mais là, par exemple, un Djokovic-Medvedev, c'est ultra intéressant. Donc, au final, qu'est-ce que tes auditeurs peuvent y trouver? C'est un groupe de passionnés qui retrace tout au long de l'année l'actualité tennistique, que ça soit chez les hommes, chez les dames, avec des analyses, des débats, et également des petites billes tactiques et l'intervention également d'invités sur la partie interview ou également la présentation de nouveaux joueurs qui ont pas mal perfé sur certains tournois. Ouais. Et j'espère que tu as parlé de Hugo Gaston, qui est pas loin de chez nous, qui avait été interviewé. Mais, en tout cas voilà, la communauté du coup que représente Meet au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 2800 personnes. Et sur les 2800 personnes, j'espère et je les encourage vivement à venir mettre de l'eau à ton moulin, justement sur cette partie-là, tactique, et même sur d'autres parties, mais en tout cas, venir donner leur regard d'enseignant
sur ces vidéos-là, sur ces contenus-là, Avec de façon à ce que ça puisse apporter, voilà, et aider l'enseignant lui-même déjà en posant, en mettant déjà mettre des mots sur ce qu'on pense, sur ce qu'on voit, c'est pas mal déjà, ça fait un bon travail. Et en plus, voilà, d'échanger avec les gens de ta communauté qui, eux, sont peut-être pas du tout coachs, mais qui sont juste joueurs, qui ont quelques appétences et qui, du coup, comprennent certaines choses. Et du coup, tu échanges entre eux. C'est génial, génial. Je trouve ça génial. Et c'est notre métier au quotidien quand on est enseignant. De toute façon, tu parles avec des gens de différents niveaux, avec différents objectifs, différents passés, différentes expériences dans le tennis. Et en fait, en fait, le fait de faire ça, tu travailles pour ton quotidien. Donc, c'est clair. Et pareil avec les auditeurs de Game Stand Talk, moi, je sais qu'il y en a certains qui veulent devenir enseignants, ou peut-être qui le sont déjà. Moi, je pense que c'est une mine d'or mythe pour eux, pour qu'ils puissent progresser, pour qu'ils puissent trouver les bonnes clés pour leur évolution et atteindre leur objectif. Ouais. Donc, question 6 sur 10, hein, pour pas que tout le monde se perde. Quelles sont les problématiques auxquelles tu as été confronté dans ce projet? Alors, des problématiques, il y en a eu plusieurs. Et comme tu l'as si bien dit, je pense que le mot est très approprié, c'est une aventure, se lancer dans un tel projet. Donc forcément, dans une aventure, on va rencontrer des obstacles. Mais c'est ce qui fait la beauté un petit peu de la progression qu'on peut avoir, parce que sans obstacles, si tout est simple, bah, ça n'a pas trop de raison d'être. Donc au début, quand on s'est lancé quand j'ai eu l'idée du projet, c'est vrai que je n'avais jamais fait de montage. Photoshop, j'avais jamais touché non plus. Bon, les réseaux sociaux, je maîtrisais un petit peu. Mais c'est vrai que petit à petit, j'ai dû me former dans tout ça, la partie montage, les miniatures sur Photoshop, progresser également sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour justement avoir une visibilité, qu'on se repère sur les réseaux sociaux, que les gens sachent qui est Game Set Talk, quelle est cette chaîne YouTube qui parle tennis. Et après, on a eu aussi sur le format, au début, on n'a pas tout de suite montré nos têtes, on était sur un format podcast long, où on faisait des émissions d'1 heure, 1 heure et demie, où on revenait en détail sur ce qui s'était passé la semaine d'avant, donc avec une partie pour les hommes, une partie pour les dames. Ça a duré un semestre. Après, sur YouTube, forcément, les gens ils vont pour de la vidéo. Il y a d'autres plateformes pour les podcasts. Et si tu es sur YouTube, tu vas pour la vidéo. Mais on a continué sur un podcast un peu plus court sur la fin d'année 2016. Et on est passé à la vidéo qu'en début 2017, donc pour l'Open d'Australie 2017, avec les grands monuments qu'on a pu avoir, notamment le retour de Roger et de Rafa. Et donc, on est parti sur la vidéo sur ça. Donc, on a mis du temps à se trouver. Et c'est ça qui est intéressant, de ne pas avoir forcément trouvé tout de suite la bonne recette, mais de petit à petit avoir fait des tests pour voir ce qui marchait, ce qui au contraire ne marchait pas, ce qui était plus confort pour certains chroniqueurs, qu'est-ce qu'il était pour d'autres. Et c'est toujours pareil en 2020, donc où il y a eu le confinement, etc. On a vu que le système de preview marchait très bien, donc l'analyse d'avant-match, parce que tu as un peu plusieurs pics, tu as les gens qui sont hypés par le match avant, pendant, ils vont aussi aller voir ta vidéo et après, pour voir si tu as eu raison ou non, ils vont également aller la regarder. Donc, c'est vrai que ça a pas mal marché et on a recentré un petit peu le modèle sur ça en 2021. Sauf que, comme je le disais précédemment, en 2021, on a quand même perdu pas mal de têtes d'affiche, des Thiem, des Nadal, des Federer, qui créent vraiment des match-ups intéressants. Là, on a Djokovic, bien sûr, qui a toujours sa communauté derrière où c'est ultra intéressant. Mais en dehors des matchs de Djokovic, j'ai l'impression que un Medvedev-Zverev, ça intéresse un petit peu moins de monde, c'est un peu moins sexy, un peu moins popcorn. Donc, ça demande de toujours renouveler son contenu. Donc, l'an prochain, en 2022, on va essayer de faire un peu plus de live, des débats en table ronde sur un certain moment de l'année pour créer un rendez-vous, pour que les auditeurs puissent s'identifier et se dire, OK, là, à telle date, tel moment, on va pouvoir retrouver l'équipe de Game Stand Talk qui vont nous parler de ce qui s'est passé sur tel ou tel événement. Et également, de garder quand même des previews en fin de tournoi sur les grosses affiches et de faire participer un petit peu les auditeurs à voter, par exemple, à l'affiche à laquelle ils veulent qu'on analyse, etc. Donc, c'est vrai qu'on a des problématiques perpétuelles, entre guillemets, mais c'est la beauté aussi de ce projet, de pouvoir évoluer, parce qu'à un moment, du coup, si tu n'as plus de problématiques, c'est-à-dire que là, tu es tout en haut, mais au final, pour le moment, ça veut dire que tu n'as plus de marge de progression, alors que de toucher des petits plafonds de verre à chaque fois, te remettre en question, c'est important de te dire, attends, ça marchait, mais là, finalement, je vois que ça marche un peu moins bien ou que c'est un petit peu aléatoire. Qu'est-ce que je peux faire pour que justement, mes auditeurs, ils trouvent leur compte, qu'est-ce qui les intéresse? Donc, ne pas hésiter à faire des sondages auprès d'eux pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont venir rechercher sur ton contenu. Comment tu peux concrétiser également le tir de quelqu'un qui va regarder ta vidéo mais qui n'est pas forcément abonné? Qu'est-ce qui va le pousser à cliquer sur le petit truc s'abonner? Donc, c'est des réflexions perpétuelles et c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup, cette partie stratégie. Et c'est pour ça que ces problématiques, au final, n'en sont pas vraiment.
parce que c'est des tremplins au final pour évoluer dans ton projet à certains moments de ta vie, tu vois, quand tu passes les 1000 abonnés, après quand tu passes d'autres jalons, c'est ultra intéressant. Et c'est ce qui montre un petit peu voilà, l'évolution de ton projet. Et tu peux te dire, ben, voilà, il y a quelques années, on était là, on faisait que de l'audio, parler derrière le micro, c'était compliqué. Maintenant, voilà, on est à l'aise face caméra, etc. Et c'est aussi la beauté de lancer un projet comme ça. Tu l'as très bien dit, c'est ce que j'allais dire sur Meet. C'est les problématiques, en fait, elles ne sont pas. C'est juste des étapes dans l'aventure, en fait. Et justement, s'il n'y en avait pas, c'est qu'il y a un pépin, quoi. Tu vois, c'est pas possible. C'est ça. Donc, il faut qu'il y en ait, et c'est elle qui te montre, ah oui, ça, il faut revoir. Et du coup, celle que je voulais pas évoquer juste avant, c'était, on a eu un confinement où c'est que beaucoup de personnes se sont investies. On avait des lives, on est monté à plus de 100 personnes. Donc, c'était quand même énorme. Je ne sais pas s'il y avait quand je vois des lives qui avaient été instaurés par la Fédé, on était une cinquantaine d'enseignants pour la Fédé. Ouais. Et là, je vois que nous, on était 100. Je dis, mais attends, mais il est où le problème là? J'ai dit, bon, bref. Et du coup, je me suis dit, c'est super, c'est en train de prendre le truc. Là, vraiment, je maintiens le travail. Bon, du coup, ça prenait du temps. Il fallait que je prépare des choses, que je trouve des contacts intéressants, etc. Ça, c'est le travail de l'ombre qu'on ne voit pas, mais il y en a. Et du coup, ce travail-là, je me dis, tu travailles en tout, mais ça paye. Hein. Les mecs, ça débat bien, ça échange. Les mecs, ils gardent des contacts, ils apprennent, etc. J'étais super. Bon. Et au fur et à mesure, petit à petit, la vie est redevenue un peu plus normale. Et les mecs sont ressortis travailler. Logique. Oui, bah oui. Mais ils ont perdu, mais pas tous, hein, mais en majorité quand même, ils ont perdu le rythme de Meet, tu vois. Donc on se retrouve à 10, 20, je ne vais même pas dire 30 parce que je n'ai jamais vu un live depuis à 30 personnes. Et du coup, pourtant c'est les mêmes horaires, hein, je n'ai rien changé. Et je me dis, c'est dommage. Tu vois, c'est dommage d'avoir entrepris quelque chose, d'avoir vécu des trucs et d'avoir appris des choses. Certes, tu ne pouvais pas travailler, donc tu pouvais faire ça. Mais pourquoi ne pas le faire perdurer? Alors, si c'est parce que du coup, tu as le travail qui reprend, ça te prend beaucoup de temps, ok. Les gens continuent quand même à consommer les vidéos de Meet. Hein, tu vois, je vois que c'est écouté sur les podcasts, je vois qu'il y a du passage sur l'application. Super. Mais du coup, ce petit manque d'interaction, tu vois, même sur les plateformes, Facebook, Insta, pour le nombre de personnes qui voient les choses, il y a très peu qui vont réagir, qui vont partager, qui vont commenter. Et je trouve ça dommage, tu vois. Donc ça me fait un petit tilt à me dire, OK, Anto, qu'est-ce que tu dois proposer pour que ça tilte plus? Qu'est-ce que tu dois faire pour que les mecs soient un peu plus dans l'interaction? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ça soit un peu plus dans le partage et pas dans la conso, même si ça aurait tendance à être comme ça dans le système actuel. Mais je n'ai pas envie de me cacher derrière, oui, mais en fait, tout le monde est comme ça consomme et c'est fini. Non, 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 non. Ça, c'est les gens qui abandonnent. Non, moi, je n'abandonne pas. Je veux faire bouger les mecs qui ne veulent pas se bouger, tu vois. Et alors, ceux qui sont déjà sur Meet, c'est génial parce que du coup, ils ont fait la démarche. Mais j'en parle souvent avec les mecs que j'interviewe. Je leur dis, mais moi, j'ai envie d'aller choper les mecs qui ne sont pas sur Meet. Tu vois, c'est les profs qui travaillent, mais qui ne sont pas sur Meet parce qu'ils n'ont peut-être pas vu l'intérêt que ça avait de venir partager, de discuter, tout ça. Même si, j'en suis convaincu, c'est tous des mecs qui ont été formés à ODE. Donc, ils ont vécu une année de formation à 10, 15 personnes, 15-20 personnes. Du coup, ils savent ce que c'est. Ils savent que c'est important. Ils savent que c'est super bien. À part s'ils sont devenus aigris dans leur petit club, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Alors peut-être qu'ils sont pas du tout à l'aise avec les nouvelles technologies, peut-être qu'ils n'ont pas du tout envie. Ok, mais j'ai envie de comprendre pourquoi. Bon, après, ça sera la question suivante, oui, c'est la question suivante, sur tout ce qui est les objectifs court terme et long terme. Mais en tout cas, j'ai envie de faire des actions en ce sens, tu vois, de faire bouger tout ça. Et c'est vraiment, et voilà, c'est pas se renier à se dire, bah non, c'est mort, les mecs, ça consomme et c'est fini. Non, non, c'est Anto, bouge-toi le cul et trouve le moyen de les faire bouger, de les faire discuter. Et là, pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, c'est la plus grosse problématique. Hein. C'est ce qui me. En tout cas, c'est ce sur quoi je veux travailler. Tu vois, c'est du contenu qui va être différé. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, peut-être que ça fait 3-4 mois que j'ai lancé les mèmes. Tu vois, on voit des mèmes un peu partout sur divers sujets. Il n'y en avait pas pour l'enseignant du tennis. Donc, du coup, je me suis dit, je vais en faire un. Du coup, ça réagit un peu plus, tu vois. Donc, je vois que je suis un peu sur la voie. Parce que les mecs, ça les fait rire. Ils s'associent, tu vois, ils s'identifient. Ils disent, ah ouais, putain, c'est vrai que ça m'arrive. Ah oui, ça m'arrive. Ah oui, moi, c'est toujours pareil. Et voilà. Et là, du coup, ça réagit un petit peu plus. Ça partage, ça commente. Et du coup, je fais, ok, là, on tient un truc.
Mais c'est que sur ce truc-là. Donc après, il va falloir faire pareil sur les interviews, faire pareil sur les lives, faire pareil. Mais voilà, petit à petit. Je ne peux pas faire tout le temps, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, j'ai à cœur de faire bouger en ce sens. Et du coup, ça permet de passer à la prochaine question. Quelles sont tes perspectives d'évolution à court et long terme pour Meet? Court terme, tu vois, je pense qu'on ne va pas chercher midi à 14h, c'est perdurer là-dedans, tu vois, faire continuer à faire parler les gens, continuer à faire parler des personnes. Tu vois, j'ai lancé il y a quelques, ça doit faire, c'était dans l'année, je pense que les premières interviews francophonie sont arrivées, et je trouve que c'est super intéressant. Tu vois, c'est d'aller écouter des profs qui sont partis de France et qui nous racontent un peu de comment est vue la France dans ces pays où c'est qu'ils sont allés, comment on travaille là-bas. Tu vois, j'ai l'exemple du Canada, des mecs un mec est parti qui était pas loin de chez toi, qui était à Aix, je crois, et qui est parti enseigner au Canada. Et du coup, il nous parle de comment ça se passe là-bas, comment est la formation. Et c'est souvent ces questions-là, c'est comment est perçu le diplôme français, comment on se forme là-bas, comment on devient enseignant, et comment est ta vie là-bas, voilà, comment c'est organisé. Tu vois, donc, et je trouve que c'est super intéressant d'échanger avec des personnes qui sont parties, qui peuvent faire la comparaison et essayer à nous aussi d'aller voir et se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais prendre, qu'est-ce que je pourrais imaginer utiliser que font eux là-bas, tu vois. Et il y a un truc qui m'a marqué, moi vraiment, MIT, c'est l'idée, c'est la formation continue, c'est-à-dire tu continues de te former même quand tu es diplômé. Mais là, quand tu regardes les pays anglo-saxons, ils ont tous pas des obligations, mais en tout cas, ils doivent se former pendant l'année, sinon ils n'ont pas le droit d'être prof l'année d'après. Donc ils ont l'obligation de passer des certificats, des actions de formation pendant l'année pour montrer voilà, que tu restes investi, que tu vas avancer, etc. Et je trouve ça génial, tu vois, même si ça représente que 1 ou 2 jours, mais c'est être dans l'action, tu vois, être dans l'action de le faire. Et quand on parle de long terme, j'imagine très bien que plus tard, Meet, il y a des formations, c'est déjà le cas, il y a des formations en ligne que je fais pour les enseignants DE en Occitanie, que j'ai transposé, que j'ai transformé pour que ça puisse être accessible à tous en ligne. Et ces formations-là, je me dis, mais si les mecs passent cette formation-là, ben, ils peuvent débarquer dans les clubs en disant, ben, j'ai passé cette formation-là, j'ai écouté cette intervention de telle personne sur Meet. Je me suis formé avec ce mec-là qui a été promu par Meet. OK, ça montre que tu restes investi dans ta vie d'enseignant, dans ta vie personnelle, et tu arrives en club, tu dis, ben, moi je me forme tous les ans. Ben, le président, je peux te dire qu'il est content de te voir arriver quand même, hein, tu vois. Donc, et après, donc là, on va dire c'est la partie vraiment labellisation, entre guillemets, même si ce n'est pas ce terme-là. Et après, j'ai vraiment envie de passer du virtuel au réel. C'est-à-dire que je ne vais pas me cacher derrière le Covid parce que je pense que ça aurait été encore compliqué de le faire cette année. Mais par contre, je pense que dans les années à venir, il va y avoir des rassemblements locaux, Meet. Tu vois, il va y avoir peut-être une sorte de mini-colloque Meet à Toulouse, un mini-colloque à Bordeaux, un mini-colloque à Lyon. Tu vois. Et à chaque fois, toutes les personnes qui seront dans la région pourront venir sur ces événements-là et ils auront accès à de la formation d'intervenants qui sont peut-être venus sur Meet ou qui viendront pour l'occasion. Tu vois. Et ça sera ce lieu d'échange et de partage entre enseignants qui pourrait être accessible facilement, tu vois, et dans ta région. Déjà que le en ligne, c'est facile, mais bon, rien ne vaut la présence physique, tu vois, c'est indéniable. Tu vois. Mais bon, en tout cas, voilà, ça, c'est mes objectifs courts et long terme pour Meet. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'y Ouais, bah oui, ça arrive. Peut-être qu'ils vont s'y tu vois, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai en tête au jour d'aujourd'hui. Et donc, vous, de votre côté, qu'est-ce que c'est que ça va être? Alors, bah, du coup, là, à l'heure actuelle, on est à 6 000 abonnés sur YouTube. Donc, forcément, il va y avoir cet objectif de se rapprocher des 10 000 abonnés. Donc, ça va être un des objectifs. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver? Donc, forcément, un nouveau planning éditorial, entre guillemets, comme on parlait, à repenser un petit peu le modèle des chroniques, avec des lives, ce qu'on pourra voir en 2022 avec la nouvelle équipe, en espérant que voilà, cette nouvelle structuration prenne la sauce et qu'on arrive à capter de nouveaux auditeurs, de nouveaux passionnés de tennis. Donc ça, c'est vraiment pour le très court terme, avoir toujours des invités également qui touchent de près ou de loin à la petite balle jaune pour pouvoir partager un petit peu leur expérience, leur parcours, donner des idées également à nos auditeurs. Et sur le long terme, sachant qu'à l'heure actuelle, du coup, c'est un projet à côté, à but non lucratif, que j'ai, comme je l'ai déjà dit, voilà, j'ai un métier à côté. Du coup, le but, ça serait de trouver un modèle économique pour pouvoir, dans plusieurs années, vivre de ma passion et faire de Games Talk un média tennis
Sachant qu'à l'heure actuelle, voilà, je n'ai pas forcément l'idée de comment monétiser tout ça et créer un modèle économique derrière. Mais c'est clair qu'à long terme, c'est le rêve de pouvoir que son travail, ça soit sa passion et que finalement, tu te lèves le matin pour analyser du tennis, pour manger du tennis, pour parler tennis et pour en débattre avec d'autres passionnés. Donc, c'est vraiment voilà, ce qu'on peut nous souhaiter en tout cas. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Mais en tout cas, je ne peux pas être mieux placé que de dire qu'il faut faire les choses quand tu les sens, quand tu es aligné avec ce que tu fais, tu as des objectifs, les objectifs, ils vont être atteints. Mais par contre, il ne faut pas être pressé. C'est ça. Parce que c'est quand on est pressé, là c'est un peu de développement personnel, mais quand on est pressé et qu'on veut les choses tout rapidement, c'est pas bon. C'est pas bon, ça n'arrivera pas. Par contre, si tu te laisses le temps, et que tu te dis, OK, je veux atteindre tel objectif, mais par contre, je ne suis pas pressé. Je sais qu'il y aura des étapes intermédiaires, je sais qu'il y aura un processus d'acheminement, et jusqu'à là, voilà, je vais rencontrer des choses, je vais faire des choses, etc. Et j'ai une citation que j'adore dire, c'est ça ne se fera pas en un jour, mais un jour, ça se fera. Et ça, je l'ai appliqué sur tout ce que je faisais, et finalement, avec cet état d'esprit-là, ça s'est fait plus vite que ce que je pensais. Mais au début, je n'ai pas dit, je veux ça dans un an. Mais par contre, je pense à plein de trucs. Ça peut être matériel, ça peut être professionnel, ça peut être, là, je pense, là, j'ai sous les yeux, j'ai le vélo de triathlon. C'était un truc de fou. Je me disais, mais c'est pas possible. Ce truc-là, ce vélo est magnifique. Je veux absolument un vélo comme ça. Finalement, en 3-4 mois, il y a eu des choses qui se sont débloquées. Et là, j'ai fait, oh, je peux le faire, je peux l'avoir. Et là, mais c'était extraordinaire. Et en fait, je m'étais pas donné de deadline. Tu vois, je m'étais dit, un jour, j'aurai un vélo comme ça, c'est trop bien, tu vois. Et en fait, pas du tout. Ça s'est arrivé super vite. Et ça, c'est vraiment, il y a des gens qui vont te dire que tu es un peu allumé quand tu parles comme ça, mais si vous croyez en tout ça, moi, en tout cas, je suis vachement tout ce qui est destiné, loi de l'attraction, etc. Je suis à donf. Pour autant, je ne suis pas croyant, mais là, pour ça, je suis hyper croyant. Mais là, tu vois, sur ça, j'adore. Et je sais que ça marche. Donc, du coup, si toi, en tout cas, tu mets les énergies au bon endroit, positives, avec des objectifs, c'est sûr, ça viendra. C'est sûr. C'est ça, et dans tous les cas, tu vois, c'est mon bébé Game Stand Talk. Donc, quoi qu'il arrive, je donne tout pour le faire grandir le plus possible. Et après, on verra bien où ça nous mène. Mais c'est vrai que je donne tout. Quand je fais quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié. Et après, tout est question d'organisation et d'envie aussi. Et quand tu as l'envie, derrière, forcément, comme tu dis, il faut croire en sa destinée. Les résultats arriveront tôt ou tard. Mais en attendant, il faut tout donner pour donner le meilleur du projet et pouvoir constamment évoluer. Et à la fin, on verra bien. Avant de passer à la question suivante, sur la partie croyance, pas être pressé, tout ça, l'interview que j'avais fait avec Frédéric Fontan, l'entraîneur de Félix Auger, Aliassime, il me disait il faut faire confiance au processus. Il faut faire confiance au processus. Et il dit oui, Félix, tout le monde veut que Félix gagne un grand chelem. Oui, mais faites confiance au processus. Ça va arriver. Voilà. Mais il faut pas. Mais il y en a qui disent oui, alors est-ce que 2022, ça va être l'année de Félix? Est-ce que 2022, ça va être Félix qui va gagner tel grand chelem? On ne sait pas. Mais s'il faut, oui, tu vois, mais on ne sait pas. Et il ne faut pas non plus foutre des attentes. Et je trouve que nous, en France, dans le sport, on est très bon. On est très bon pour ça, pour dire ah putain, quand tu vois les JO arriver, là, on va le voir, hein, c'est du 6 février au 23, je crois, ou un peu plus, les JO d'hiver. Là, tu vas voir, ils vont sortir un tableau des médailles provisoire ou hypothétique, tu vois, hypothétique. Les athlètes, putain, mais les athlètes, les pauvres, tu vois, je me dis, mais c'est pas possible. T'es même pas arrivé là-bas que les mecs t'attendent déjà au tournoi. Ah oui, mais vu que vous êtes numéro 2 mondiaux, vous devez faire au moins une médaille d'argent. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais en France, c'est vraiment assez dramatique. Même tout ce que font les médias, dès que tu as un joueur qui perf à Roland-Garros, enfin perfait, c'est passer un ou deux tours, ils en font des caisses. Et après, on sait tous comment ça se finit. C'est ouf. Mais c'est assez. À chaque fois, ils font la même erreur. Mais après, c'est le jeu, les médias, etc. Mais c'est vrai que tu endosses une pression sur quelqu'un qui fait que derrière, forcément, ça se casse la gueule. C'est vraiment, je trouve ça, c'est vraiment dangereux pour nos athlètes, tu vois. Je pense qu'ils s'en rendent compte, parce que quand ils le disent, je pense qu'ils s'en rendent compte, ils ne sont pas débiles quand même. Tu te rends compte de la portée que tu vas avoir, tu vois, de publier un truc comme ça. Parce qu'en fait, certes, peut-être que l'athlète, il est intelligent, mentalement, il est fort, il est prêt dans sa bulle, ok. Mais tous les gens
qui lisent ça comme ça, qui voient le truc, qui fait ah oui, mais c'est vrai, putain, lui, il est vraiment bon. Hein. Ah ouais, mais peut-être, ouais, il devrait gagner. Hein. Tu vois, Hugo Gaston, il fait un truc super, mais c'était super, ok. Ben, du coup, l'année d'après, putain, il était attendu tournant, quoi. Et j'ai pas eu l'occasion je l'ai croisé mais à la Ligue, mais je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, et puis je n'aime pas trop aborder ces sujets-là. Mais je me dis, mais putain, mais c'est dramatique, tu vois. Tu te dis, putain, le mec, il a fait huitième. Cette année, il faut qu'il fasse huitième parce que sinon, il est nul. Mais pas du tout, tu vois. C'est incroyable, incroyable. Tu vois. Mais bon, ça fait partie du rôle éducatif que nous, on a aussi C'est ça. sur des médias comme ça. Et même les enseignants, tu vois, au quotidien, avec les parents, souvent on entend dire que oui, les parents ils sont chiants, mais les parents, est-ce que tu les as éduqués aussi bien que tu as éduqué les petits? Non, tu vois. Donc tu ne peux pas en attendre autant du parent que du petit parce que le parent, du coup, il n'est pas éduqué. Donc il faut C'est l'éduquer dans le clair. sport. S'il connaît déjà, bon, ok. Mais s'il ne connaît pas, tu vois, s'il ne connaît pas les ficelles du tennis, s'il ne comprend pas comment ça marche, tu vois. Moi, je me rappelle des trucs, des fois, tu avais des gens qui venaient nous voir jouer en match par équipe et double faute, pam, ça applaudit. Tu as l'impression que tu étais un Coupe Davis, quoi. Et en fait, je dis, mais non, il ne faut pas faire ça. Ah bon? Et tu lui expliques pourquoi, c'est bon, c'est fini, tu vois. Mais c'est ouf, hein. Ça, c'est des trucs. Bon. Alors, question suivante. 8/10. 8/10. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier? Bah, avec la chaîne, je pense que c'est d'être reconnu par mes pairs, entre guillemets, par rapport en tant que média, qu'on reconnaisse dans le domaine du tennis, par rapport à notre expertise, nos analyses, que du coup, derrière, on a une certaine crédibilité qui permet de recevoir des invités, des auteurs, des enseignants également. Et aussi, ben, derrière, où tu as des tournois qui te contactent ben, pour couvrir l'événement. Donc, je me rappelle en 2018, voilà, on avait été contacté à un tournoi pour couvrir l'événement. Quand tu reçois des accréditations, quand tu as des marques également qui te contactent pour que tu puisses parler de leurs produits, que tu puisses faire des tests, les présenter, c'est ultra valorisant. C'est ultra fier pour toi de dire, OK, Games Talk, on a commencé dans nos chambres à parler tennis durant des heures sans vidéo, où on bégayait un petit peu devant la caméra. Et là où on en est arrivé, c'est très motivant et ça donne la niaque pour la suite de se dire ok, ça c'est bon, j'y suis arrivé. Maintenant, derrière, ensuite, il faut que j'atteigne d'autres objectifs, que je progresse continuellement, comme on me disait, pour que le projet puisse s'améliorer et qu'on puisse aller entre guillemets le plus haut possible à travers cette passion et à travers cette chaîne YouTube. Ouais, ouais. Ouais, je suis complètement aligné avec ce que tu dis. Et C'est toi? c'est ce que je vais dire aussi pour Mythe, tu vois. Déjà, je vais parler de ma vie en général, tu vois. Accomplissement le plus fier, c'est d'avoir fait les choix, comme je disais tout à l'heure, de partir dans cette voie-là, tu vois, entrepreneuriale, et de se dire, eh ben, ça y est, tu es acteur de ta vie et tu vis ce que tu as envie de vivre. C'est arrivé aussi après un événement dramatique dans ma vie personnelle, mais qui m'ont fait comprendre que la vie, elle peut s'arrêter très tôt, et du coup, tu te dis, OK, bon, fais ce que tu aimes là, cherche pas à te faire chier là, fais ce que tu aimes. Et donc, du coup, il y a des gens pareils qui n'ont peut-être pas vécu des choses comme ça ou qui en ont vécu et qui comprennent encore plus. Mais du coup, là, je me suis dit, fais la vie que tu as envie de vivre. Et au final, ça, c'est une grande fierté déjà de pouvoir avoir fait ça. Et après, pour Mythe, c'est d'avoir réussi au jour d'aujourd'hui, en 3 ans de travail, seul, avec certes, je peux m'appuyer, encore une fois, je le reconnais complètement, je peux m'appuyer sur des enseignants qui étaient motivés, avec qui on a partagé des choses, mais c'était des donnant-donnant, de toute façon, évidemment, chacun s'aide et s'entraide. Euh, d'avoir pu faire tout ce travail-là seul et d'avoir pu avancer sur des créations, comme je disais tout à l'heure avec l'application mobile. Créer une application mobile, pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible. Certes, les outils qu'on a maintenant nous permettre de faire des choses mieux, mais aller sortir une application mobile en 3 mois, ben, pour moi, c'était impensable. Et quand tu t'y mets dedans, tu fais ah si, peut-être, ah peut-être. J'ai pas beaucoup dormi pendant 3 mois, mais par contre, une application mobile est sortie. Donc, c'était quand même extraordinaire. Et je me dis, Anto, grâce à ça, tu vas pouvoir impacter les gens. Tu es dans leur poche, tu les aides au quotidien. Tu vois, tous les jours, ils ont un contenu gratuit qui débarque sur l'application. Ils reprennent des choses qui ont déjà été utilisées ou déjà vues, tu vois. Et tous les jours, ils ont un contenu à regarder. Et tous les jours, ils apprennent des choses. Et petit à petit, moi, le but, c'est vraiment de faire prendre conscience que la formation continue est importante, qu'il faut toujours avoir l'envie de progresser, d'avancer, etc., tu vois, de se former. Et quand tu as des mecs qui viennent me voir des retours en visuel, enfin en virtuel ou en réel, et qui me disent putain, je me suis formé avec le mec que tu as interviewé, putain, c'était génial. Moi, je suis ravi. Je suis ravi que. Pour l'intervenant, parce que du coup, c'est du donnant-donnant. Donc, lui, il vient gratuitement. Mais à l'inverse, du coup, j'ai promu ce qu'il fait. Et puis pour le prof, quoi, ça y est. Tu vois, j'avais pas encore eu quelqu'un qui m'a dit ça, mais j'espère le vivre.
quelqu'un qui me dit putain, j'avais pas envie de me former, maintenant j'ai envie de me former tout le temps. Voilà. Et s'il faut, c'est déjà le cas, mais en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Mais si c'est le cas, enfin, moi, je serais le plus heureux du monde. Tu vois, tu as réussi à faire naître chez quelqu'un, comme ce qu'on disait avec l'enfant, avec le rôle éducatif. Tu fais naître dans le corps de quelqu'un ou dans la tête de quelqu'un, comme tu veux. Moi, pour moi, l'énergie, elle est dans le ventre. Là. Quand tu fais naître chez quelqu'un cette passion-là, ou en tout cas cette idée-là, cette envie-là, ben, c'est génial. C'est énorme le pouvoir que tu as. C'est incroyable, tu vois. Et si ça peut, et je sais, parce que je sais que c'est pas simplement pour faire joli, tu vois, de se dire, bah, tel, j'ai réussi à le former. C'est que je sais que ça va faire devenir cette personne une meilleure personne, tu vois. D'être dans cette dynamique-là, de voir se former, Oui, tu d'apprendre, de partager. participes à l'évolution également Ben de la ouais, personne. ben Et au ouais, final, tu auras fait partie de sa propre aventure, d'une ouais, certaine façon. ouais, ouais. Les mecs qui me disent putain, mais grâce à Meet, j'ai réussi à apprendre ça, je pensais pas que c'était capable, je pouvais faire ça, tout ça. Mais putain, mais c'est trop bien. Mais merci, tu vois. Je lui dis, mais il me dit non, mais merci à toi. Mais je dis, mais non, on est tous les deux pareils, tu vois. C'est exactement ça qu'il faut, exactement ça. Et surtout de nos jours où c'est que voilà, tu as des profs encore, mais c'est pas que au tennis, hein, là, c'est partout, dans tous les sports dans lesquels je parle, tu as toujours des gens vachement fermés, toujours dans leur truc. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai appris ça, j'en suis sûr. Oui, t'en es sûr, mais regarde des étudiants scientifiques, discute avec des gens qui réussissent aussi. Ils font pas pareil que toi. Hein, donc, tu peux pas me dire que c'est. Alors, oui, ton truc, il marche peut-être avec une personne, deux, trois, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas parce que tu as une ou deux que c'est une généralité, tu vois. Et bon, après, c'est arriver à se faire switcher ces gens-là, c'est compliqué. Mais bon, tant qu'ils ne font pas souffrir, c'est pas grave, tu vois. Mais si c'est des gens qui viennent, si c'est un mec qui est comme ça, qui est dans sa tête tout seul, qui pense que tout ce qui est faux est bon, et que dans son club ça tourne, et que tout le monde est content, ok. Mais si c'est un mec qui vient cracher sur les autres en disant putain, le mec, c'est nul ce qu'il fait, tout ça, Ah. ouais, ça va pas. Ça va pas, parce que du coup, laisse faire les gens. Laisse faire les gens. Si le mec il veut se former, il se forme. Si le mec il veut tester un truc, il teste. Tu vois, tu as des gens qui vont tester des choses, des trucs qui te paraissent un peu bizarres à premier abord. Tu fais, oh, pourquoi il fait ça? C'est pas bon du tout. Mais laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le tester, tu vois, c'est normal, tu vois. Et heureusement, c'est super, heureusement, tu vois, si tu testes pas des trucs un peu farfelus, quoi, je me rappelle des formations avec Olivier Le Thor, c'est un mec, c'est énorme. Euh, dans une de ces séquences de formation, il y avait tu joues au tennis sans filet. Tu joues au tennis sans filet, parce que du coup, tu oublies complètement qu'il y a ce barrage-là du filet. Et du coup, c'est vrai que ça se tient, quoi, ça se tient. Ça se tient. Donc, tu joues comme ça, sans filet. Et tu fais, putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça n'a aucun rapport avec le tennis? Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'à l'instant T, ça ne ressemble pas au tennis que ça va pas te faire travailler, tu vois. Et je le vois avec le triathlon. Le bienfait des entraînements croisés. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles comme on a pu le dire, tu vois, ce qui est bien avec le tennis, c'est qu'on a des pratiques parallèles, tu vois, badminton, paddle, pong, beach. Moi, beach, j'en ai fait pendant peut-être 4-5 ans sur le circuit un peu international, à bouger un petit peu partout dans le monde, discuter, pareil, c'est trop bien. Et du coup, je me dis, mais tout ce que j'ai pu apprendre à faire au beach, je l'ai transposé au tennis. Ce soir, j'ai un tournoi de paddle, ben, je vais faire des trucs de beach, tu vois. Et au final, c'est vachement intéressant, tu vois. Et voilà, le sport en général, c'est se croiser là. En fait, ça revient à ce qu'on disait au début, à savoir que le sport de la vie, enfin, l'histoire de vie, et ça te permet d'apprendre des choses à droite, à gauche, que tu relis entre elles, etc. Enfin, c'est génial, c'est génial. C'est pas indépendant l'un de l'autre. Et, Ok. Et du coup, bon, on va pouvoir passer sur nos deux dernières questions. Donc, si tu es toujours là, l'auditeur là derrière, c'est bravo bon. là, attends, parce que là, il y a des grosses questions qui arrivent, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'Anto pour toi être un bon enseignant de tennis? Quel est son Là, profil type? là, au montage, tu pourras mettre le sketch des inconnus sur le mauvais chasseur. Je pense que je le ferai ça. D'ailleurs, tu vois, sur YouTube, ils le font pas mal ça et je peux que le fasse. Et du coup, moi, pour moi, un bon enseignant, mais c'est mon avis. Je ne vais pas aller contre mythe, tu vois. C'est le mec qui va se former. Voilà. C'est un mec qui est toujours curieux, qui est toujours en train de chercher, qui est toujours en train de se remettre en question, tu vois. Qui est toujours en train de vouloir apprendre un petit peu plus que la veille, tu vois, et de se dire, putain, hier, je ne savais pas ça. Aujourd'hui, je sais ça parce que j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai fait la démarche de faire ça. Ça peut être lire un livre, tu vois, écouter un podcast, discuter avec quelqu'un, regarder une vidéo, tu vois. Et tous les coachs de haut niveau que j'ai eus, tous, hein, mais tous, à chaque fois, ils me sortent ça. Ils me sortent, mais moi, je veux discuter avec lui, tu vois. Là, je reprends l'exemple de Sam Sumik.
Il me dit, mais moi, j'ai vu il y a quelques jours, j'ai vu l'interview du préparateur physique de l'équipe de France de rugby. Il me dit, putain, ce mec, il faut que je le rencontre. Mais je prends l'avion, j'ai rien à foutre. Il me dit, j'aurais rien à foutre. Je prends l'avion, je veux le voir. Tu vois. Mais le mec, tu vois, pourtant, tu te dis, mais attends, ça me suffit quand même. C'est waouh, tu vois. Moi, quand j'étais enseignant, même pas, même quand je commençais à enseigner, on va dire, je voyais Sam Sumik, c'était putain, Sam, quoi. Sam, quoi. Et là, tu fais, oh. Et quand tu l'as au téléphone, tu fais, ah putain, mais c'est un homme extraordinaire, tu vois. Et tu fais, mais oh là là. Et il me racontait des soirées à passer avec d'autres entraîneurs. Il faisait que discuter, mais de tout et de rien. Mais c'est, tu vois, et il va à la rencontre, il va chercher. Ouais, pour moi, c'est ça les meilleurs enseignants, tu vois. C'est le mec qui est toujours en train de vouloir avancer, etc. Mais après, c'est le bon enseignant, mais c'est la bonne personne en général, hein. Le mec qui veut avancer, qui veut. Oui, bah oui, c'est clair. Hein. C'est partout pareil. Et donc, mais on va rester quand même sur cette question-là du bon enseignant. Toi, du coup, avec ton expérience quand même en tant que joueur, Qu'est-ce que pour moi le bon enseignant? Bah, du coup, le bon enseignant, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend son joueur, qui va comprendre ses problématiques, qui va réussir à voir aussi ses axes d'amélioration, ses points forts, et lui proposer des exercices adaptés pour corriger potentiellement là où il y a des petites failles, ou là où il peut s'améliorer, que ce soit des exercices ludiques ou non, qui derrière, bah, la finalité, c'est que son joueur progresse et arrive à faire ces choses qu'il n'arrivait pas forcément. Tu vois, à mon niveau, tu vois, par exemple, typiquement le service. Au niveau le service, qui est quelque chose d'ultra aléatoire quand tu joues entre non classés, etc., où finalement c'est plus un désavantage qu'autre chose, où il y a quand même une certaine synchronisation à avoir par rapport au lancer de balle aussi, où c'est assez complexe. C'est vrai qu'un bon coach, ben, typiquement, tu vois, il va voir son joueur, il va voir ce qu'il fait, il va lui filmer pour qu'il voit une dizaine de services, etc. Et lui proposer des petits exercices pour corriger son lancer, pour sa synchronisation entre l'avant et l'arrière, également son impulsion sur le bas du corps, etc. Pour que, mis bout à bout, ben, finalement, derrière, il arrive à passer plus de premières. Petit à petit, il arrive à trouver la puissance nécessaire et que derrière, ben, ses balles fassent mal. Voilà, c'est un exemple sur le service parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur le circuit très, très amateur qui est problématique. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Un bon enseignant, un bon coach, c'est vraiment comprendre, s'adapter, comprendre, s'adapter, comprendre, s'adapter en permanence jusqu'à ce que son joueur arrive à son objectif. D'où l'intérêt de vraiment s'intéresser à son joueur. Là, aujourd'hui, dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui, mais après notre interview va sortir beaucoup plus tard, mais là, l'interview qui sort aujourd'hui sur Meet, c'est avec Hervé Romain, le coach de Carole Monet. On parle justement de ce côté s'intéresser au joueur, communiquer avec lui. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que, et je le retrouve moi dans le monde entrepreneurial. Quand je discute avec un client, je ne suis pas là à vouloir vendre absolument une formation de communication ou une vidéo ou un site web ou une application. Tu vois, je vais lui dire, OK, qu'est-ce que tu fais dans ton travail? OK, qu'est-ce que tu as besoin pour ça? Et là, il te dit, ouais, moi j'ai cette problématique-là. OK, ben, je dis, ben, moi, ce que je peux te proposer, c'est ça. Est-ce que ça te va? Ouais, OK, ça. Ah, je vois bien. Ah oui, c'est vrai, ça pourrait bien correspondre. OK. Et en fait, je ne lui ai peut-être pas vendu le truc le plus cher que j'ai, tu vois. Mais au final, je suis aligné avec ce que je propose une solution adaptée. Voilà, exactement. Et il y a des clients, tu vois, quand j'ai commencé à créer des applications mobiles, j'étais, ça serait bien qu'on fasse une application mobile. Ben, je dis, moi, honnêtement, je pense que toi, tu n'en as pas besoin. Je pense que, tu vois, je pense qu'on n'a pas besoin. Je lui dis, dans ton cas, ça, c'est un petit truc local, il n'y a pas besoin. Quel intérêt? Oui, ça fait joli, tu vois. Et puis moi, j'aurais pu prendre des sous. Mais je dis non, moi, je pense que c'est pas pertinent, tu vois. Et je trouve que là, on a la même chose au tennis. Quand tu es un enseignant, tu as le mec qui arrive avec son problème, tu l'écoutes, tu fais attention à ce qu'il a besoin. OK, qu'est-ce que tu as besoin? Et après, parfois, tu fais répéter pour bien comprendre, parce que c'est pas facile. Hein. Des fois, quand tu discutes avec quelqu'un, tu dis un truc, tu penses qu'il a compris, en fait, il n'a pas du tout compris. Et du coup, tu lui dis ça, et il te dit, ouais, moi, en fait, mon problème, c'est ça, ça. OK, donc tu veux qu'on travaille sur ça. D'accord, OK. Donc moi, je peux te proposer ça. Ça te va? Ouais, d'accord. Allez, on y va. Pardon. Et en fait, tu restes sur en fait, tu te restes à son niveau. Et tu es toujours un petit peu au-dessus quand tu es enseignant. Et en fait, le mec progresse, et toi, tu rajoutes un petit truc. Tu vois, et t'es pas à dire ah putain, t'as un revers, putain. Alors il faut par contre faire bien poser l'appui, tu restes bien fléchi, tu balances le bras, tu ouvres bien les deux bras, revers à une main, trop beau. Là, le mec, tu le perds, tu vois. Si par contre, déjà, sa problématique numéro une, c'est que quand il arrive trop vite, il n'arrive pas à s'ajuster, tu vois, il sait pas comment se placer, être stable, tu lui donnes un truc, peut-être les petits pas, par exemple. Les petits pas pour s'ajuster, pam, pour être bien stable, et là, le mec, tu fais OK, ça c'est après, non, après, ça,
Ça, c'est acquis. Et s'il faut, tout le reste, ça va, tu vois. Et en fait, on aurait tendance à dire des fois que, putain, telle personne, sa technique, elle est moche. Mais j'en parle souvent avec les stagiaires. Parce qu'en fait, la technique, le coup final, enfin, en tout cas, la finalité du coup, c'est le geste. Tu vois. Et en fait, il commence bien avant le coup. Il commence au moment où c'est que tu as vu la balle partir. Oui, tu prépares. Et du coup, tu te dis, mais putain, et donc, imaginons, je frappe mon coup droit et je frappe un petit peu trop près du corps. Ouais. Donc, tu me vois à l'exécution, tu fais, putain, Anto, son coup droit, son geste, c'est pas bon. Il va falloir retravailler techniquement le coup droit. Bon. S'il faut, je suis juste arrivé en retard parce que mon temps de réaction et ma vitesse de déplacement des jambes n'était pas du tout adéquate par rapport à la vitesse de la balle. Ah, clairement, ouais, clairement. Et même aussi, que je voyais aussi à mon niveau amateur, c'est aussi par rapport au fait de la distance par rapport à la balle, tu vois, à juger. Est-ce que tu es trop loin et que du coup, tu es comme ça en extension ou tu es trop près, à l'exemple comme tu dis. Et du coup, tu te dis, tu vas juger. Je veux dire, après, quand tu commences, quand tu débutes, tu sais que techniquement, il y a du travail à faire. Mais quoi qu'il en soit, il y a des fois, justement, quand tu es un peu sur le perfectionnement, quand tu es avec des mecs un peu seconde série, quand ça commence à jouer, et tu te dis, putain, son geste, c'est bizarre. Mais ouais, mais c'est pas son geste, en fait, qui va pas. Et regarde avant, regarde avant. Et en fait, le truc, c'est qu'avant, on ne le voit pas. Si c'était comme dans les jeux vidéo où c'est que tu as le temps de réaction et tout, tu vois, et là, tu te dirais, ah putain, son temps de réaction par rapport aux autres, il n'est pas bon. Eh ben ouais, tu vois. Et ça, des fois, c'est de l'imperceptible, mais il faut le savoir, tu vois. Et du coup, bon, là, on a dépassé le cadre de la question, mais je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Non, Et ça clair. rejoint le fait de, voilà, il faut bien s'intéresser, bien comprendre. Et voilà. Bon, du coup, bien s'intéresser, ça va, il y a le côté empathique et tout ça, mais le comprendre, ça sous-entend que du coup, tu te formes pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que si tu sais pas qu'il se passe ça, du coup, tu peux pas savoir. Et c'est logique parce que tu n'as pas appris. Et du coup, tu te dis, ah, mais attends, c'est son geste. Et en fait, le geste, surtout qu'en France, nous, en France, c'est trop beau. On a des techniques magnifiques, hein, tu vois. Et quand tu as un Medvedev qui arrive, tu te dis, putain, le mec, c'est trop moche. Et on s'en fout, il est numéro 2 mondial. Qu'est-ce qu'on en fout que ça moche? Tu peux pas demander plus, quand tu vois, le mec, c'est énorme, tu vois. Et en fait, c'est ça. Et moi, le premier, hein, quand j'étais en formation, c'était ça. Hein. Alors, moi, j'adore Federer. Mais c'était, putain, moi, je veux jouer comme Federer, je veux enseigner comme Federer, je veux que ce soit... Mais en fait, si le petit, il arrive avec un truc bizarre, mais que ça joue à Mac 2, et que le truc, il est super bizarre, mais que ça joue à Mac 2, qu'il n'est pas emmerdé, bah, tu l'emmerdes pas, justement. Bah oui, c'est clair. Tu vois et en plus, et au contraire, même dans l'inverse, au contraire, m'emmerder avec ça va plutôt le faire régresser que le faire progresser. On en a parlé avec Petar Popovic, là, donc, qui était joueur et qui est maintenant devenu entraîneur, qui est avec Andrea Petkovic. Et il disait, mais vous, en France, vous avez une super technique, c'est magnifique ce que vous faites. Et la formation 2, il a dit qu'elle était super, ça c'est clair. Mais par contre, il me dit, mais vous améliorez les points forts. Parce que du coup, ça ne fait pas un joueur complet, sinon c'est pas terrible. Et il dit, en fait, non, renforcer les points forts, tu vois. Et comme ça, au moins, tu le mets en confiance sur quelque chose qu'il est à l'aise, tu vois. J'en ai parlé justement encore une fois avec Hervé Romain, l'interview qui est sortie. Je lui ai dit, moi, personnellement, si tu me fais faire un rallye de 15 frappes au fond, ben, je disjoncte. Je peux pas, tu vois. Mais par contre, tu me dis, allez, Anto, tu claques la première et derrière, tu t'engages, tu fais un gros pet, tu montes au filet, bah, 3 frappes, ça me va. Hein, tu vois. Et si je ne fais pas 3 frappes, je ne fais pas 3 frappes. Mais au moins, je sais que dans ce schéma-là, je suis aligné, je suis à l'aise et en avant. Tu vois. Après, peut-être qu'il y en a qui te diront, ben, Anto, si tu n'as été que 15, c'est que tu t'es pas bougé le cul pour faire un peu plus de rallye du fond de cours. Ben, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis content de ce que je fais. Tu vois. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est renforcer le point fort et du coup, ça fait un état d'esprit différent. Ce n'est pas sur le côté négatif, qui est très français aussi. Hein. Oui. Sur le côté négatif du style, ah putain, ton revers, il n'est pas terrible. Mais dis pas qu'il n'est pas terrible, putain, le joueur, t'imagines? Quand on est. Mais moi, encore une fois, quand je me re-entends dans les années passées, quand j'étais avec des joueurs ou des joueuses, je dis putain, un revers, c'est pas bien parti. Hein. Oh putain. Et là, le joueur, il se dit, ah, mon coach a dit que ça partait pas bien en revers. Donc le prochain revers, putain, c'est vrai que ça part pas mon revers. Et voilà. Et allez, ça y est. Et là, t'es parti. Ah putain. Ah ouais, c'est clair. Ouais. La façon de communiquer aussi, hyper important. Hyper important. Bon, voilà. Bon, du coup, voilà. Last question. Ah oui, non, c'est moi, oui, c'est moi. Oui, en plus, c'est une question pour toi. Ça. Moi, je vais répondre, mais c'est une question pour toi. Comment vois-tu la saison 2022? Grande question. En tout cas, beaucoup d'enjeux en 2022. Donc là, le jour où on tourne cette vidéo, donc on est le 17 décembre 2021. Donc en fonction de quand ça sera publié, peut-être ce qu'on aura dit sera déjà obsolète, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, sachant qu'on a Djokovic, Nadal et Federer avec 20 grands chelems chacun. Qu'il y a de fortes chances
qu'il y en ait un qui arrive à 21 en 2022, voire plus, qu'à l'heure actuelle, celui qui est le mieux placé, c'est Novak Djokovic, même s'il y a cette com un petit peu aléatoire par rapport au fait qu'il participe ou non à l'Open d'Australie. Pour moi, je pense qu'il participera à Melbourne. En plus, il visera un 10e titre là-bas. Donc, à voir ce que ça va donner, comment il va gérer également cette pression tout au long de l'année. Et même aussi, on parlait de destinée, etc., ce karma à faire un peu le faux semblant de je vais jouer, je ne vais pas jouer, comment ça va se passer en Australie également. C'est une autre histoire. Donc, à voir ce que ça va donner pour lui. Après, on a Rafael Nadal qui revient là aujourd'hui, qui fera son match d'exhibition à Abu Dhabi contre Andy Murray, où là, pas mal d'interrogations concernant son pied. Il s'entraîne pas mal depuis quelques mois maintenant. Mais on sait également qu'après Roland-Garros, il s'était bien entraîné et qu'à Washington, le pied avait pété. Là, il a fait des traitements. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va pouvoir tenir encore plus sur dur? D'autant plus si tu rajoutes à ça que dès que Libéric pose un orteil sur le continent australien, il se blesse généralement, sachant que là-bas, il n'y arrive pas. Donc, à voir ce que ça va donner pour ça. Après, ce qu'il va faire de Roland-Garros son objectif principal. Deuxième interrogation, celle de Dominic Thiem, un joueur que j'apprécie également énormément, qui manque au paysage tennistique, qui a eu des soucis au poignet. Est-ce qu'il va nous faire une Del Potro? Est-ce qu'il va devoir passer obligatoirement par la case opération? Ça, on ne sait pas encore, d'autant plus qu'il va commencer à l'ATP Cup. L'Autriche joue contre la Russie, donc d'entrée, pour son match de reprise, il va jouer contre Medvedev. C'est assez violent. Après, tu as Medvedev. Est-ce qu'il va bien digérer son premier titre en Grand Chelem? Ou est-ce qu'il va faire comme Dominic Thiem l'an dernier? Ça, c'est moins sûr, même si c'est un personnage à part. On ne sait pas trop ce que ça va donner de côté Dani, là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il a eu des résultats finalement similaires à ceux de Dominic Thiem en 2020, Medvedev en 2021, donc à voir s'il aura le même résultat sur l'année d'après qui concerne son couronnement en Grand Chelem. Zverev va-t-il péter le plafond de verre en Grand Chelem? Ça aussi, c'est une autre question. Tsitsipas, qui a été opéré au niveau du coude, apparemment, il est confiant. Mais est-ce qu'il va retrouver ses sensations assez rapidement dans la saison? Donc, je pense qu'on va avoir une belle saison 2022. On voit que les jeunes pointent de plus en plus le bout de leur nez, que maintenant, c'est juste en Grand Chelem où ça devient compliqué. On a des Zverev qui ont fait d'énormes progrès mentaux, des ajustements techniques, tactiques, qui fait moins de double faute. C'était ultra intéressant à voir aux ATP Finals ce qu'ils pouvaient faire. Medvedev qui est bien installé maintenant, comme tu le disais, numéro 2 mondial. Tsitsipas également sur terre où ça peut être gênant. Et je demande vraiment à voir les revenants Nadal et Thiem, savoir s'ils vont pousser un petit peu, s'ils vont pouvoir faire un dernier coup, encore plus pour Dominic Thiem qui est plus jeune que l'Espagnol. Et derrière, on a Tom Roger qui lui, c'est un peu plus incertain. On ne sait pas vraiment quand il va revenir. Je pense que ça va être très compliqué. Mais son message était assez beau et assez optimiste, sachant qu'il a envie de revenir pour ses fans, parce que ses fans méritent de le voir rejouer sur un court par rapport à tout ce qu'ils lui ont apporté durant sa carrière et ne mérite pas de finir sur ce 6-0 à Wimbledon contre Jurkacz. Donc ça, c'est beau. Franchement, ça mérite d'être clair. Et je pense que ça va être intéressant à suivre, même s'il n'aura, je pense, plus de très grands résultats, en tout cas de gagner un titre en Grand Chelem. Donc une saison 2022 qui s'annonce très, très intéressante avec et Novak Djokovic qui devient également un peu plus vieux. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à avoir ce rythme et engranger autant de titres en majeur, ou est-ce que ça va commencer à baisser? Donc, beaucoup d'interrogations. Je pense qu'on aura des réponses dès le début de l'année à l'Open d'Australie. Après, on a toujours cette pandémie qui fait qu'on a en plus le fait des interrogations sur le bon déroulement des tournois. Est-ce qu'il y a des tournois qui vont être reportés, annulés ou pas? Donc, c'est dur de faire des pronostics. Je pense qu'à la fin 2022, on aura quelqu'un à 21 Grand Chelem. Et c'est vrai qu'à mon avis, ça sera Novak Djokovic, sachant qu'il a quand même 4 cartouches pour le faire, même si ce n'est pas l'Open d'Australie, ça peut être très bien après, notamment au Wimbledon, où il y a quand même un manque de concurrence sur le gazon pour le moment. Donc compliqué, mais je pense que ça va être intéressant à suivre. Peut-être des jeunes également qui vont monter, qui ne sont pas forcément dans le paysage actuel ou qui le sont, mais qui peuvent monter un peu plus, comme un Carlos Alcaraz, qui a fait des très très belles choses en fin de saison et qui peut viser un top 15 en fin 2022. Donc je demande à suivre. En tout cas, on va suivre ça de très très près sur Games Stand Talk. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour ça. Et toi, Anto, est-ce que tu as des avis par rapport à ce qui peut se passer? Je ne pourrais pas être aussi précis que toi parce que du coup, je suis dans le sens de suivre. Je ne suis pas autant le tennis que tu pourrais le suivre, toi. Mais je m'intéresse évidemment sur tout ce qui est Grand Chelem et j'aime débattre de tout ça avec les autres coachs. Mais en tout cas, tu vois, moi, j'ai bien peur que la saison 2022 elle soit marquée par Djoko. Ouais. Donc, si je dis bien peur, ça veut dire que du coup, je ne suis pas très fan. Mais en tout cas, je faisais partie des gens qui étaient contents que Medvedev gagne, tu vois. Et c'est pas bon, en fait, au final. C'est pas bon parce que, tu vois, il allait quand même marquer, il le marquera, je pense.
il allait quand même marquer l'histoire en faisant quand même un grand chelem. Mais sur le moment, j'étais quand même content que Medvedev gagne. Bon, et j'ai justifié en disant que c'était un coach qui était français, donc du coup, ça va, tu vois. Mais, C'était bien rattrapé. mais bon, quoi qu'il en soit, je sais que Djoko dépassera Roger et Nadal, ça c'est sûr. Roger, j'ai peur que ça soit l'année de au revoir. J'ai jamais eu la chance de le voir en vrai. La seule fois c'est que je suis monté à Roland, j'avais pris des places le lundi et le mardi pour le premier tour. C'était l'année où ils reviennent. Et ils nous le L'année où foutent. je joue le dimanche. Et ils nous le foutent le dimanche. Ah putain, c'était vraiment. Mais genre, quand on est monté avec un autre prof là, et on avait les places on avait les places en tribune à chaque fois. On s'est dit bon allez là quand même, allez là Roger lundi ou mardi c'est sûr. Et bien on se l'est pris dans la gueule. Merci bon voilà. Ben, on a vu tout le monde à ça, on a vu tout le monde sauf Roger. Bon bref. Et du coup voilà, je pense que je suis curieux quand même de voir comment va réagir Nadal à sa reprise, tu vois. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va être. Comme ce que tu disais, le côté voilà, guerrier, dépassement, lui, c'est tellement énorme que je suis vraiment curieux de voir comment il va réagir par rapport à ça. Mais Djoko, oui, à mon avis, Djoko va marquer l'année. Il y aura peut-être que quelques éclats par-ci, par-là de joueurs peut-être un peu moins bien classés, mais bon, voilà. Zverev, je pense quand même qu'il va aller en chercher un quand même. Tu vois? Il n'a jamais été aussi près. Zverev, je le vois bien aller le chercher, je vois bien aller chercher à l'US, tu vois. Bon, à voir, à voir. Mais je me vois bien à l'US aller faire un truc sympa. Bon. Par contre, on n'a pas parlé, mais chez les filles, tu n'as pas parlé, et chez les filles, je veux absolument revoir jouer, voir jouer Barty, tu vois. Ouais. J'adore ce qu'elle fait. Alors, c'est très bien parce que du coup, c'est le côté. Tu t'attends pas d'une fille comme ça, entre guillemets. Tu te dis, mais en fait, mais waouh, quoi, C'est c'est fou, énorme, ouais. c'est trop beau, quoi. Par rapport à sa taille, ce Ben qu'elle ouais. arrive à faire au service, Ouais, ça, même dans le jeu, tu voilà, vois, le dans le jeu, slice, elle le coup varie droit, beaucoup. ouais, Elle varie beaucoup, elle elle change. rend fou enfin, Ah ouais, ouais. ses adversaires, c'est super, franchement, c'est ultra intéressant. Et en plus, on a eu des belles prémices aussi avec Laila Fernandez et Ouais. Maradoukanu aussi à l'US. Je pense qu'il va y avoir Ouais. des choses intéressantes. Fernandez, Sache, moi, j'avais plus apprécié la prestation de Fernandez que de Raducanu, tu vois. ouais, Mais vraiment, tu vois, avec le caractère qu'elles avaient, tu vois, d'être, alors je sais pas si elles réalisaient le truc ou c'est qu'elles étaient, tu vois, mais c'était incroyable qu'elles aient c'est ce ouais. parcours-là, tu vois. Mais après, du coup, j'espère que ça va perdurer. Ça va peut-être pas autant perdurer, mais en tout cas, vraiment, j'étais ravi de voir ça ça faisait longtemps que je m'étais pas mis devant la télé devant un match de filles, honnêtement, et que je me suis dit, mais putain, mais waouh, quoi, tu vois, ça joue, quoi. C'était beau, quoi, tu vois. Même si, évidemment, Oui, oui, c'est clair. je respecte totalement toutes les joueuses, hein, il n'y a aucun problème. Et la fille qui est WTA 500, elle me met une branlée comme jamais j'ai vu. Mais par contre, tu vois, je me dis, mais waouh, c'est super intéressant, tu vois. Je repense à des matchs, mais très vieux, tu vois, quand je voyais des revers à une main, tu vois, Heineng, tout ça. Ouais, Justine Hénin, ouais, ok. Ouais, mais c'était d'une beauté, mais c'est Mauresmo, mais oh, mais j'adore, tu vois. Bon, après, c'est mon côté humain qui fait ça, mais c'était vraiment, vraiment. Et Barty, tu vois, elle a vraiment ce côté un peu varié avec ses effets, tu vois, de jouer sur les hauteurs, jouer sur les vitesses, tout ça. L'intelligence, ouais, c'est ça qui est Putain. l'intelligence de jeu qu'elle arrive. Ah ouais, ça, c'est vraiment plaisant. Vraiment, vraiment plaisant à voir. Ouais. Ok, bon, bah, on fera le point en fin 2022 pour voir Ouais, si les prédictions se sont réalisées ou non. On demande à ouais. voir. À chaque fois, il y aura des surprises, hein, Ah ouais, je pense. comme chaque année. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on avait à dire pour 2022. Une petite question bonus pour terminer en beauté cette interview. Pain au chocolat ou chocolatine? Ne me pose pas la question. Ne me pose pas la question. Évidemment, chocolatine. Je veux dire, du pain au chocolat, c'est pas ça du tout. C'est du pain avec du chocolat dedans, c'est tout. C'est pas un chocolatine. Bon, voilà. Voilà, c'était pour finir sur une bonne note. Voilà. Je pense qu'on a quand même, on a quand même partagé une prestation quand même qui était fun en tout cas. Tu vois, moi qui disais C'est qu'il ça. fallait trouver des formats, essayer de creuser pour qu'il y ait un peu plus d'interaction et tout ça. Peut-être que ça passe par là aussi, tu vois, des endroits, des interviews un petit peu plus fun comme ça où c'est que on rentre un peu dans le détail, mais pas aussi poussé, pas si expert que je peux le faire avec les autres, tu vois. Ça peut être intéressant. Complètement. Je pense qu'on a bien partagé. C'était top. Un beau match en 5-7. Ouais. Finale de Roland. Ouais, on y est avec le soleil dehors, c'est parfait. C'est clair, ouais, 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 franchement, c'est top. Bon, C'est top, merci top, top. beaucoup. Merci Merci à beaucoup. toi. Et de toute façon, on se retrouve très vite mutuellement sur nos deux. Ouais, nous deux, voilà, bah, allez sur Meet Tennis et venez voir quelques analyses de Game Stand Talk.
Ouais, je passerai débattre et échanger avec les personnes en dessous. Avec grand plaisir. Là, ça sera super intéressant. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao, ciao.